Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Ah, ça promet. Du rire et du rire à l'accent ensoleillé aujourd'hui dans les grosses têtes de l'été jusqu'à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Avec Noël Perna et Patrick Bosso, c'est le comique méditerranéen qui va être à l'honneur. Noël Perna, alias Mado la Niçoise, a posé son show à Paris. Loin de sa chère grande bleue et du bar dans lequel elle sert à la fois les moqueries et les consommations, elle évoque son Albert de Marie qui travaille, plutôt mollement, dans l'administration municipale et qui, comme les autres hommes, est comparable aux poissons dont la queue change sans arrêt la direction. Pour le charme masculin, elle se défend de faire rimer séducteur avec ronfleur, n'attend pas grand-chose d'un sexe réputé fort, mais qu'elle estime intellectuellement inférieure à la femme, et compare la mort du cygne qu'elle exécute tous les soirs en tutu sur les scènes de théâtre à l'agonie de la pintade. Asseyez-vous, cher Noël Perna, et puis la Gardaoui. Y a-t-il, oui ou non, un Albert dans votre vie? Mais bien sûr, moi je l'ai amené à Paris, parce qu'il me fait il est dans les couilles lisses, il m'aide pour le chauve beans. Qu'est-ce que c'est que les couilles lisses? Il ne sait pas ce que c'est les couilles lisses. Un homme de chauve beans. Alors, vous savez, quand on est artiste, vous savez comment c'est quand on est artiste, il y a la première partie, la grande partie du milieu, il y a 3 parties, hein. La partie de la scène, et une paire de couilles lisses de chaque côté derrière. Ah oui, vous voulez dire les coulisses? Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Dans le temps, on disait la cour et le jardin. Oui. Les deux sont faits pour coulisser. Oui, voilà, alors, Albert, est-ce qu'il existe vraiment sur scène? Oui, il existe. Mais bien sûr, il existe partout, dans ma vie privée, monsieur Philippe. C'est mon mari qui travaille à la mairie, quand même. Tout le monde le sait, hein. Et oui, ça le fatigue, cette semaine des 35 heures. Hein. Ça y a fait quand même 5 heures de travail en plus, et cette année. Et ça fait un moment, hein, déjà. Non, il a tellement de RTT à rattraper, tu sais. Son plus gros boulot, c'est de faire des calculs pour caser les heures de travail. Non, il est fatigué, hein, ça, c'est sûr. Et en plus, il m'aide à faire le chauve beans. Il est multitâche. C'est pour ça, c'est parce qu'il est fatigué qu'il ronfle au lit. Alors, le ronflement, ça, mesdames, il n'y a pas que mon mari qui ronfle. Vous avez des maris qui ronflent dans la salle. Vous en avez? Mais tant si vous n'avez pas de mari qui ronfle, c'est que vous êtes célibataire. Hein. Oui. Non, mais ça ronfle. Il y a des femmes qui ronflent aussi. Oui. Ah oui, mais c'est des exceptions qui confirment la règle des hommes. Le pire, c'est pas la femme qui ronfle, c'est celle qui pète. Ne vous contentez pas de répéter ce que dit madame, quand même. Pourquoi comparer les hommes aux poissons? Les hommes, c'est comme les poissons. Ah bon? Hein? Ben oui. Parce que, c'est leur queue qui les fait changer de direction. Non. Ah non, mais moi j'invente rien. C'est pas des poissons pilotes, quand même. Non, j'invente rien, monsieur Cassetel. Ah, Cassetel, oui. Cassetel, très bien. Je vais le noter. Est-ce qu'il est raisonnable d'exécuter, il n'y a pas d'autre mot, la mort du cygne en scène comme si c'était l'agonie de la pintade? Normalement, vous savez, dans mon nouveau spectacle, je fais la mort du cygne. Mais Albert, il doit me rattraper. Mais comme il est un peu chaud, parce que, vous savez, dans les couilles lisses, il a le tract. Alors il boit un peu. Bon. Il a la laine pas vierge. Hein. Ah oui, avec son petit chewing-gum à la fraise, il essaye de me masquer les relents des 12 pastilles qu'il est en train de se siffler. Mais moi, il me la fait pas. Hein. Bon. Alors, tout ça, c'était pour vous dire, je sais plus quoi. Vous avez une formation de danseuse, vous êtes une très bonne danseuse. Voilà, j'ai une formation de danseuse dans un rêve. Et alors que j'ai voulu faire, la danse du cygne. Mais comme Albert, il assure pas, parce qu'il doit me rattraper un moment, vous savez. Il a habillé un habit de oreiller, avec la poutre apparente, tout. Il est... Ah oui, extra. Oui, enfin, la poutre. La poutre est laide.
Là, il faut être juste quand même. Allumette, quoi. Oui. Alors, à un moment, il doit me rattraper, mais comme il n'est pas très bien, je me méfie. Parce que s'il me loupe, je risque de faire la godille de la pentade. Voilà, c'est ça que je... Pourquoi vous ne faites plus monter de spectateurs sur scène pour vous décoller du parquet comme vous le faisiez précédemment, ce qui était d'ailleurs assez risqué, hein? Ah ben oui, c'était... Là, vous parlez du grand écart que je faisais dans le spectacle précédent. Vous n'arriviez pas à vous relever parce que vous étiez collé à la scène. Il y avait un appel d'air au mauvais moment et au mauvais endroit. Non, il déforme. Non, il déforme. C'est rare qu'il déforme. Non, C'est rare qu'il déforme. Je me suis toujours relevée. Avec l'aide d'un spectateur, toujours. Et ça s'est toujours très bien passé. Je suis quelqu'un de très souple, qui sait s'ouvrir et se fermer quand il faut. Donc... Qu'y a-t-il entre vous et Olivier de Kersauzon? Alors, Olivier de Kersauzon, je m'assurais, je ne le connais pas, ce monsieur. Mais vous savez, nous, dans le bar, vous savez que moi, j'ai un bar dans le Vieux-Nice, tout le monde il le sait, au moins aussi, vous ne le savez pas, il faut le savoir, c'est le bar des Oiseaux à Nice. Et dans ce bar, vous savez, comme c'est, les clients, ils viennent, on donne des noms à tout le monde, des surnoms à tout le monde. Par exemple, vous, il y en a un, il s'appelle Philippe, dans le bar. Alors, bon, il rate toujours au boule, il rate toujours son coup. Et alors, il dit, oh, c'est un boulevard. Alors, on lui dit, oh, Philippe Boulevard, quand il rentre. Non, mais c'est vrai, on dit, mais nous, Non, c'est... c'est vrai, des sous-briquets, des petits briquets. Voilà, des sous-briquets, si vous voulez. Et alors, entre vous et Kersauzon? Donc, pour vous dire qu'il y en a un qu'on appelle, il s'appelle Olivier, puis il a un bateau sur le port de Nice, un catamaran, justement. Et On l'appelle Kersauzon? Non, on l'appelle Kersauzon. Parce qu'il va voir toutes les péripéties du port. Oui, et alors il arrive toujours au bar avec des suçons. Alors on l'appelle Olivier de Kersauzon. Voilà. Et en plus il est marin, alors ça tombe bien, parce que tu vois, un jour il m'a amené sur son catamaran. Je peux vous dire que ça a été pas marin, ça a été la cata. Ah oui, il m'a extranciné. Non, parce que c'est pas un bon marin comme Olivier de Guronzan. Oui, le nôtre, attention. Hein. Le vôtre, c'est de Guronzan, c'est énergique. Olivier de Guronzan. Retour des grosses têtes de l'été sur RTL le 16 janvier. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard et de ses grosses têtes, Noël Perna, alias Mado la Niçoise. Pour résumer le parcours de Mado la Niçoise, bon, il faut rappeler qu'au départ, bon, vous étiez dans un bar que vous avez toujours, et où vous amusiez les clients, puis peu à peu le cercle s'est élargi, des salles de 3, 4, 5 000 personnes qui affichent complet 15 jours à l'avance. Hein. Oui. On n'avait jamais vu ça. Alors naturellement, bon, la conquête de Paris, qui avait déjà commencé voilà quelques années, mais vous disiez à l'époque, quand je vous avais reçu, oh, moi, j'aime pas être dans le Nord. Et puis peut-être que le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est Paris, mais peut-être que la neige à Marseille vous a incité à venir ici aussi. Oui, vous voyez, je suis là dans cette période de grand froid. Mais je vous avouerai que le froid parisien, c'est moins virulent que le froid de chez nous parce qu'il est sec. Et oui. Il ne pénètre pas. Bien sûr, oui. Hein? Ah bah quand c'est sec, ça pénètre pas. Ah, monsieur est un spécialiste. Ah ouais. Il est dans les lubrifiants. Monsieur n'en rate pas une, enfin. Oui, enfin. Je parle pas des dames. Est-ce que vous essayez d'enlever votre alliance quand vous rencontrez un homme qui vous plaît? Eh bien oui, parce que moi je suis mariée avec Albert, je vous l'ai dit tout à l'heure, et des fois il y a des clients dans le bar, ils rentrent, ça me fait quelque chose, il y a des beaux types qui rentrent. L'autre jour, il y a un type qui est rentré, c'était un aventurier, il avait fait le tour du monde en 3 semaines, le genre Ushuaïa, vous voyez, le type qui transpire le mystère, enfin surtout sous les bras, il transpire le mystère. Oui, il avait le regard de Brice Willis. Ah ouais. Oui, Le regard américain. Ah oui, le regard américain. Ah oui, double regard. Ouais. Quand il est rentré dans ce bar, moi j'ai senti de suite que ce type, il avait besoin d'une épaule pour poser sa tête. Vous sentez déjà je la transpiration. Ah oui, je le sens, je le sentis de loin. Je me suis senti visée. Je me sentais un peu comme si j'avais 20 ans, tu sais. C'est le genre de moment où tu essayes discrètement d'enlever l'alliance avec le savon. Mais tu n'y arrives pas à cause des années de mariage qui t'ont fait les doigts boudinés. Voilà, c'est tout. Alors j'ai essayé cette fois-là. Comme quoi, il ne faut pas passer une alliance à un boudin, parce qu'après, on ne peut plus le retirer. Pourquoi On vous ne me peut plus regardez divorcer. Après, vous ne pouvez plus divorcer. Est-ce que la femme est intellectuellement supérieure à l'homme? Mais ça, c'est une bonne question.
Alors là, je me permets, messieurs, je m'excuse, mais je vais être obligée de dire les choses comme elles sont. Hein. Chez nous, à Nice, on dit que la femme, elle a un seul cerveau, et avec ce seul cerveau, elle est multitâche. Vous êtes d'accord? Elle peut tout faire en même temps. Tiens, non, pour vous dire, ils font tous comme ça avec la tête, ils sont d'accord. On peut téléphoner d'une main, repasser de l'autre et bercer le petit avec le pied. Hein. Et oui, c'est comme quand on se met au lit. On peut passer à la casserole et en même temps penser qu'on en a oublié une sur le feu. Vous êtes d'accord? Voilà. Et madame, hein? Donc vous aussi, vous avez peut-être une petite tâche. Hein? Madame Vous n'allez pas me dire le contraire avec les yeux cernés que vous avez. Non, mais toujours au fourreau Turberne, non? Eh oui, je sais. C'est votre mari. Il vous aide à la maison? Non, eh oui. Moi, pour ça, je me plains pas, monsieur, dame. Le mien, il me soutient toujours. Du regard. Et le vôtre, la vaisselle? Moi, le mien, il met la pastille dans la machine, hein? Oui. Mais il met pas toujours la bonne, hein? Une fois, il a mis celle du linge 2 jours pour enlever la mousse, hein? Et le mari de ma voisine, pire, la pastille. Il a cru que c'était un efferalgan. Oh, c'est lui qui a moussé 2 jours. Ils se sont fait la soirée mousse. Non, c'est pour ça que, tout ça pour vous répondre à votre question, monsieur Philippe. Hein, je veux dire, les femmes avec un seul cerveau, elles font tout. Et les hommes, du coup, nous, on est obligés d'être derrière, tu vois, sinon ils font que des cagades. Et pourtant, ils ont 2 cerveaux. Tu vois, c'est ça que je disais. Ils en ont 2, un vide, un plein. Ah oui, oui. Et avec le geste qui désigne le cerveau vide en haut et le cerveau plein en bas, on en prend pour notre non, grade. mais attends, c'est les scientifiques qui le disent. Ils en ont 2. Non, mais attends, je rigole, monsieur Philippe. Oui, moi aussi, mais jaune, hein. Je Jaune. rigole, non. Non, Mais je Madame Mado, rigole. Madame Mado, mais... Non, je rigole. Le Mais premier non, cerveau, mais ils s'en servent, surtout pour se demander comment ils vont vider le deuxième. Vous allez bientôt aller jouer à la queue en brie. Nous avons pensé à exhumer avec Éric Laverdin quelques trésors méridionaux, méditerranéens. Et on a trouvé un souvenir du passage ici de Christian Estrosi, qui est... à l'époque, il était ministre, mais aujourd'hui, avant de redevenir, il est Il député était ministre maire. outre-mer, il a fait passer le maire outre chez nous. Oui, exactement. Ah ben oui, oui. Il nous avait raconté ici, parce que ici on se dit tout, on se cache rien, l'achat de son premier préservatif. Et j'arrive devant cette pharmacie, et puis il y avait un pharmacien et une pharmacienne. Alors je regarde à travers la vitrine, et je me dis, c'est absolument au pharmacien qu'il faut que j'ai affaire, parce que jamais j'oserais demander à la pharmacienne. Et puis j'attendais que le client quitte le pharmacien pour entrer, et c'est à ce moment-là, à chaque fois, que la pharmacienne me disait « Monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous ?» Et pendant 15 jours, j'ai empilé chez moi les paquets d'aspirine, de brosse à dents, etc. pour enfin réussir à prendre mon courage à 2 mains au bout de 15 jours, à enfin tomber sur le pharmacien et lui dire « Monsieur, est-ce que je pourrais avoir une boîte de préservatifs, s'il vous plaît ?» Et il m'a dit « Combien? 5 ou 10 ?» Je lui ai dit « 5, ça ira pour aujourd'hui. » Oui. On a tous un souvenir comme ça. Oui, mais il m'a raconté la suite de l'histoire, et Christian, parce que je le connais bien, c'est le maire de ma ville. Hein. Il m'a dit que finalement, il en a utilisé qu'un, hein, jeune comme il était. Alors attendez, la fin de l'histoire. Il a déjà 70 ans et il dit « Je voudrais un préservatif ». Et le pharmacien lui dit « Monsieur, on a des boîtes de 10, de 12, de 20, pourquoi un seul ?» Il dit « Parce que demain, j'arrête. » Aujourd'hui, les grosses têtes de l'été, Jacques Maillot, Robert Castel, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Pierre Bellemare. C'était le 16 janvier et l'invité d'honneur, Mado la niçoise. Première citation envoyée par monsieur Cecchini de Furiani. Oh là, faut faire attention au gradin. Hein. Qui a dit « Il faut pas prendre les gens pour des cons, il y a déjà assez de cons qu'on prend pour des gens. » Frédéric Dard. Non, quelqu'un qui vit toujours et qui est venu nous voir il n'y a pas tellement longtemps. Un auteur. Alors, il est aussi auteur. Guy Bedos. Guy Bedos. Très bonne réponse de Jacques Maillot. Est-ce que vous préférez les chouchis aux gnocchis? Ah, alors, moi, évidemment, le plat de Nice, les gnocchis, ça fait partie des spécialités niçoises, ça vous le savez. Parce que les sushis, moi, je les fais, mais à ma façon. Alors, toujours du poisson cru, bien sûr, ça, c'est la base, hein. À part que moi, je le cuis.
Et à la place du riz, tu sais, ma petite touche personnelle, je mets de la pomme de terre. Ça me fait comme qui dirait un sushi parmentier. Hein. Voilà. Là, ils sont mangeables comme ça, sinon je les supporte pas. En Algérie, on appelle ça des bestel. C'est la même chose que chez vous, mais avec de la pomme de terre frite à l'huile. Et on les mange en kémia, c'est-à-dire en amuse-gueule. La kémia. Ça me rappelle des souvenirs, la kémia. La kémia, voilà, c'est ça. Et comment? Et le bar des oiseaux. Et le bar des oiseaux. Et le bar des oiseaux, il y a Sidi Bouldi. Et alors, Moulana. Bien sûr, je peux vous sentir même une chanson. Non, mais je vous laisse la parole. Non, non, allez-y, oui. Et si tu veux venir avec moi, Zaba Beloued, je te ferai voir les petites espagnolettes. Bringa, 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 bringa la plena. Bringa, 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 bringa la bandela. Et si tu veux venir avec moi, Zaba Beloued, je te ferai voir les petites cigarettes. Bringa, 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 bringa la bandela. Et puis c'est dansant en plus. Ah, mais comment tu rigoles, quoi. C'est un air connu, ça, c'est un air connu. Oui, je la connaissais pas. Ça devient emballé, là. Je peux poser une question à Robert. Robert, est-ce qu'on a le nom du père de la petite Kémia? Oui, Kémio. Et comment peut-on dévorer la société toute crue comme vous le faites tous les soirs et être végétarienne dans la vie? Ah oui. Alors moi, c'est Noël Perna qui est végétarienne, Mado pas forcément. Hein. Mais moi, oui, parce que plus on mange léger, plus on pèse lourd. Voilà, on va dire. On pèse mieux, on pèse moins lourd. Est-ce que les vendeurs d'informatique sont vraiment mal embouchés? C'est parce que j'ai ma péripétatienne qui fréquente mon bar. Oui. Maintenant, elle s'est mise en ligne pour péripétationner sur le... Elle s'est mise en ligne, elle travaille avec l'ordinateur. Et alors, elle est rentrée dans un magasin, vous savez, pour demander un ordinateur pour naviguer sur le web, vous voyez. Et alors, le type du magasin lui dit « Oh, madame, vous voulez un PC ou un Mac ?» Alors, elle s'est dit « Même là, il y en a !» Alors, en plus, le type, en plus, il lui dit « Madame, pour vous, il faut un 16 bits. » Bon, elle a cru qu'il la reconnaissait sur le coup. Remarquez, après la calculette, il dit 16 bits, l'un dans l'autre, ça te fait 32 roubignol. Ça vaut le coup, elle a acheté 2 ordinateurs. L'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard le 16 janvier sur RTL, Noël Perna, ou si vous préférez, Mado la niçoise. Alors, je reviens à Mado, la niçoise. Vous donnez, vous aussi, des conseils familiaux et matrimoniaux? Ah ben dans le bar, je disais, on est obligé d'être multitâche. Et dans un bar, tu fais tout, hein, expliquologue, tout. Hein. Même l'autre jour, il y a Maggie qui rentre dans le bar et me dit « Dis Mado, moi j'en peux plus. Mon fils, il veut se faire tatouer la tête de Madonna sur le ventre. Qu'est-ce que j'ai dit ?» Alors j'ai dit, ben dis-lui que quand il sera bien vieux, avec le ventre bien plissé, sa Madonna, elle aura la tête de Maïté. Oui, c'est comme l'autre jour, même Marie-Louise, l'antillaise du 4e, me débarque dans le bar, tu sais. Ouh, mon Mado, moi ça va pas. Avec mon mari, ça va plus. 20 ans de mariage. J'arrive plus à lui faire monter les œufs à neige. Eh ben, je lui ai dit, 20 ans de mariage, c'est normal. Moi, ça me l'a fait avec Albert. Hein. Il te fait la quenelle. Et puis, il gonfle, il durcit jamais. Eh ben, donne-lui du gingembre. Mais pas en poudre, hein. En racine, ça fera tuteur. C'est le tempérament, Et dans un bar, on en entend des vertes et on en voit des bien mûres. Hein. C'est comme ça, un En bar. fait, votre meilleure plateforme d'observation, c'est votre fenêtre. Hein. En plus du bar. Ah oui. On voit tout de la fenêtre. Hein. Ah, la fenêtre, c'est l'ouverture sur le monde. Ah oui. D'ailleurs, j'ai fait là, je vais sortir un DVD. Parce que j'ai trouvé un reproducteur depuis. Ah oui, il est d'Avignon, il est comme le pont, il n'est pas fini. Hein. Ben, bon. Enfin bon, il m'a quand même reproduite. Et on sort un DVD chez la grande maison Sony. Avec que des sketchs de Mado à la fenêtre. Mais c'est Justement. Flaubert qui disait, en province, la fenêtre a remplacé le théâtre. C'est vrai que... C'est Sévine Dose et la fenêtre. C'est le spectacle tous les jours. Deuxième citation envoyée par Madame Bresson qui a dit « Pauvre petite femme, ça bâille après l'amour comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. » Jules Renard. Guitry. Non. C'est vieux, ça, c'est vieux. Ça. C'est du 19e, fin du 19e. Flaubert. C'est Flaubert, Ah, eh oui. oui. Bonne réponse de Péroni.
En Provence, demande Madame Natier de Dieppe. En Provence, qu'est-ce qu'une bagasse? C'est un panier? C'est le sexe de la femme. Une Non. danse? Non. En rapport avec le pain? Non. Une paire de fesses? Non. C'est une belle C'est bagasse. sexuel. C'est sexuel. L'orgasme? Un Non. coït? Non. Coït. T'as vu la petite là? Oui, bah oui. Un beau, Ah, elle est un plus beau selle, cul, elle est quoi. plus selle. Non, une bagasse. Elle c'est n'est une- plus une selle. fille, de mauvaise compagnie, non. Enfin, de Une fille- très bonne compagnie. oui, Une fille facile. Prostituée. Ça rime avec Oui. putasse. Une fille Mais facile. de mauvaise vie. Voilà, courtisane. facile. Une putasse, alors. Une péripatéticienne. Une péripatéticienne. Voilà. C'est-à-dire, non. Une étaillie. putasse. Une étaillie. Une étaillie. Bravo, Oui. une étaille. Voilà. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Quand vous êtes dans votre bar, est-ce que vous faites respecter l'interdiction de fumer? Oui, ben on est obligé. Et j'avais un client, il fumait tous les jours, Monsieur Rossi, tu sais. C'était mon premier client du matin, vous savez, le brave. Et puis il y avait mon dernier client du soir. Bon, c'était le même aussi, Monsieur Rossi. Hein. Mais lui, il fumait beaucoup, hein. Il fumait beaucoup, mais lui, il est mort de la cigarette, justement. Enfin, il est mort de la cigarette. Il est mort de l'augmentation de la cigarette. À ce prix-là, il voulait plus recracher la fumée. Hein. Est-ce que vous servez les consommations vous-même encore? Ah, mais bien sûr. Ah, mais je me régale parce que c'est ma nature, j'ai grandi dedans et puis c'est là que je puise toute mon inspiration. Là, quand je vais redescendre là, de Paris, parce qu'il faut bien falloir redescendre, Ah, quand on est monté, il faut redescendre. il faut redescendre, et bien je me remets dans mon bar. Quand je suis pas en date de spectacle, le reproducteur il m'engueule toujours justement parce qu'il me dit non mais maintenant t'es artiste, il faut pas que tu fasses la serveuse. Mais moi je peux pas, c'est ma nature. Ah oui. Puis les clients adorent, hein? Et les clients, bah, c'est marrant pour eux parce que ils me demandent des autographes et moi je les sers. C'est rare. Je suis la seule star qui sert les clients. D'habitude c'est l'inverse. Moi je fais. Vous vous souvenez de votre enfance? Parce que je suis née en Algérie moi. Ah et bien sûr. Vous êtes né en Algérie? Comment? Bien sûr, à Philippeville, près de Constantine. Philippeville, ouais. À Philippeville, au moins. Il y avait le pont romain. À Constantine, il y a le pont suspendu. Après la forêt du pont. Je me rappelle d'un soir, peut-être vous étiez. Il y avait des On comédiens. n'est pas de la même génération, monsieur Castet. Hein? Non, mais vous auriez pu. Non, vous auriez pu. D'abord, c'est bien, je passe une bonne après-midi. Et en plus, il y a votre élégance quand même niçoise. Oh, il m'a quel goût de douceur. Et je me souviens qu'à la salle Pierre-Borde, il y avait un des comédiens niçois. Ils n'étaient pas bons. Et en plus, ils étaient très mauvais. Donc, ils jouaient une pièce. Ils avaient un trou de mémoire. Le souffleur, il souffle la réplique. Il regarde vers la boîte du souffleur quand il y avait, à ce moment-là, il y avait la boîte du souffleur. Au bout d'un moment, il souffle la réplique. Et il y a un comédien, une histoire qui dit « Oh, le texte, on l'a entendu, mais qui c'est qui doit le dire ?» Eh ben moi j'ai un souvenir d'une enfance marseillaise évoquée ici que je voudrais vous faire réentendre et c'était un souvenir de Patrick Bosso. Monsieur Philippou et Madame Philippou, c'est les voisins qui habitaient au... Tous ces gens existaient vraiment, hein. C'est vraiment une histoire vraie. Quand Madame Philippou est venue voir le spectacle, quoi. Dans le spectacle, Manu chemin, justement, c'est vrai, je descendais les escaliers comme ça, donc l'ascenseur était toujours en panne, la lumière s'éteignait, chaque fois ma soeur pleurait, chaque fois que ça s'éteignait, il fallait rallumer. Je mettais 2 heures et ma mère, souvent, elle me disait « T'as oublié ton goûter !» Oh là là là, putain. Et il fallait que je remonte et donc elle me lançait le goûter par la fenêtre et il tombait souvent chez Madame Philippou, il fallait que je remonte le chercher, quoi. Et les Philippou, c'était des gens gentils, quoi. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, quoi. Et pourtant, Madame Philippou avait tout essayé. Elles avaient même été voir un docteur grec à Aubagne. Et pendant 6 mois, il leur a fait boire de l'herbe du Pirée, mais à part faire un pipi vert, ça lui a rien fait, quoi. Et donc, chaque fois que je remontais, je tapais à la porte comme ça, et j'entendais Monsieur Philippou qui disait qui c'est, qu'est-ce qu'il veut de bon matin, cet enculé? Et alors, Madame Philippou, elle me disait, qu'est-ce que tu veux? Je disais, ben, je veux mon goûter, quoi. Elle me disait, je vais te le chercher. Et après, elle me disait, tu sais, Monsieur Philippou, il t'a dit enculé, je sais, c'est pas bien, quoi. C'est pas des mots qu'on devrait dire. Encore moins à un enfant. Mais tu comprends, il sait pas dire je t'aime. Alors pour lui, ça remplace. Et elle disait, il te dit jamais, toi, ton père enculé? Et moi, je disais tous les jours. Elle me disait, tu vois, il est gentil, ton père. Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7. c'est sur RTL. Question de Monsieur Moza, dans la cuisine provençale, qu'est-ce que la gardiane? Ah, c'est de la C'est daube de avec la taureau. viande. Oui. Viande de taureau, oui. Oui, la daube de taureau, c'est un peu ferme, hein, C'est d'ailleurs. camargué, Ça dépend spécialement. comment c'est cuit. Oui. Ah ouais, c'est plutôt gardien. que Bonne réponse de Noël Pernat et de Bernard Mabille. Quelle est votre définition du séducteur?
Alors, le vrai séducteur, justement, j'en sais quelque chose, parce que mon mari, c'est un séducteur au départ. Je l'ai rencontré à la fête des courges à Nice, hein, la fête des Cougourdins, vous voyez. C'était un vrai séducteur. Parce que le vrai séducteur, c'est pas celui qu'on croit. Hein. C'est pas celui qui passe pendant des années d'une femme à l'autre, hein, comme M. Castel, c'est pas ça. Ni celui qui passe des années avec la femme d'un autre, comme M. Mabille. Hein. C'est celui qui passe des années avec la même femme en lui donnant l'impression qu'elle est avec un autre. Je vous laisse le temps. Hein, Oui, Valiente. C'est une jolie définition. Multitâche. Elle est multitâche. Exactement. Mais t'es pas propre comme garçon, toi. Enfin, il est intelligent, il est beau, le séducteur. Pas toujours. Pas toujours, regardez Monsieur Maillot. Allez, ça va t'habiller. Ça va te tailler. Il a du charme. Non mais avoir du charme, c'est pas forcément être beau. Et c'est remplaçable. Voilà. Dites donc, je regardais votre CV, vous avez tourné avec les plus grands, vous hein? Alors là, c'est la comédie. Moi, personnellement, moi j'ai tourné avec les plus grands. J'ai tourné avec Jacques Weber dans Danacol, le yaourt au cholestérol. Oui. Et avec Depardieu dans une grosse production, Barilla. Je devais faire la lasagne. Facile pour moi parce que j'avais déjà fait la nouille. Et qui est Marlène Kistrich? Alors, Marlène Kistrich, c'est une de mes clientes du bar aussi. Bon, elle cassule un peu, elle a une bonne descente, elle est toujours cronambourrée. Elle boit beaucoup de cronambour de demi-pression. C'est des métiers où ils ont beaucoup de pression. Hein. Elle est tragédienne. Vous savez, ceux qui vivent des drames de mythologiques. Vous voyez, que quand tu sors de la salle, tu te dis, oh pétard, j'ai bien fait de ne pas tuer mon père et de ne pas coucher avec mon fils. C'est vrai, elle est vraiment une tragédienne. D'ailleurs, en vrai, elle s'appelle pas Marlène qui se triche. Hein. Non, en vrai, elle s'appelle Marlène Pinella. Mais c'est pas un nom facile à porter. Non, ça l'a traumatisée quand elle était petite à l'école. Quand la maîtresse elle faisait l'appel, elle disait Pinella. Tu en as toujours, il répondait c'est déjà fait. C'est audacieux. On est un peu choqués, hein, monsieur Perroni. Ah, moi, je vais rentrer dans les ordres après avoir entendu toutes ces saloperies, là, voyez. Ah, elle appelle un chat. Hein. Ah oui, une chatte. Question de madame Bourbin d'Evreux. Quel animal stridule? Ah, le rouge-gorge. Non. C'est pas un oiseau. C'est un oiseau, de toute façon. Oui. Stridule. C'est le castor. En oiseau, on t'a dit, t'as déjà vu un castor avec des ailes? C'est pas véritablement un oiseau. Oui, un jour, j'étais bourré. Un cobra. Il entre dans la catégorie des insectes. C'est la cigale. La cigale. Bonne réponse de Perroni et de Castel, c'est la cigale. La cigale stridule. Eh oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles s'arrêtent toutes en même temps, elles reprennent toutes en même temps. Oui, parce qu'elles J'ai vont au jamais bistrot, elles compris boivent toutes cet en même temps. extraordinaire mécanisme qui Parce fait que c'est un disque. elles s'arrêtent toutes en même temps. c'est ce qui m'énerve dans et elles le midi. recommencent On toutes en dirait même qu'il y a un temps. chef d'orchestre. Absolument, des c'est extraordinaire. Et les cigalons également. Moi, ça Ça m'énerve totalement, les cigales. Moi, c'est pour ça que je vais jamais dans le midi. Toute la journée. Vous buvez un coup. La nuit surtout, la nuit. Ah, c'est pénible. Ah bah mais attendez, alors- mais rien qu'à Paris, vous passez place de la Concorde, l'hôtel Grillon, alors... D'ailleurs, il y Monsieur a- Pironi, c'est... Oui, c'est aussi énervant de toute façon. C'est D'ailleurs, comme il y les a- porterelles. oui, Oh, le flingue, paf. Oh, le bouquet de plumes sanguinolent, alors. Allô, madame C'est un chasseur, monsieur Pironi. Non, braconnier, pire. Le hibou la nuit, c'est pas mieux. Ah, j'aime bien le hibou. Il est chouette. La chouette, ouais. Très beau. Mais il y a des hôtels où Et puis j'aime beaucoup le grand-duc. Non, j'aime beaucoup le grand-duc. Je fais des tournées avec lui. Il est très gentil comme animal. Question de monsieur Lucas. Quels sont les ingrédients nécessaires à une mauresque? L'engin et le pastis. L'engin et le Pas pastis. tous en même temps. On a tous bu. Ou on a tous servi. Moi, je sers beaucoup. Le rendez-vous des poivrons, allons-y. Pastis et sirop d'orgeat. C'est l'anisette. exactement. Alors, même l'anisette. L'anisette, comment? Alors, bien sûr. Ah, vous mettez pas d'anisette dans la mauresque, quand même. Non, on l'a fait avec On l'a fait avec l'anisette. l'anisette. En Algérie. Parce que moi, je suis méditerranéenne, j'ai plusieurs cultures. Ouais. Vous voyez? Multitâche. Oui, multiculturel. Parce que mes parents sont nés en Italie, je suis née en Philippines. Algérie, j'ai grandi dans le Midi, c'est extraordinaire, c'est tout le bassin Et méditerranéen. on parle à Paris. C'est formidable. Et Quelle Votre vie, hein. ouverture d'esprit, je parle d'esprit. Bien, Alors monsieur- c'était monsieur donc une bonne Castel. réponse collégiale. Et je voudrais maintenant aborder le problème de l'accent.
Alors, je suppose que vous avez beaucoup de mal à le conserver, parce que, bon, quand vous venez dans le Nord, vous pourriez être tenté de le perdre. Ah non, pas du tout. Là, vraiment, je pense pas que je puisse perdre l'accent. L'accent de midi, c'est mon accent de midi, c'est le vrai. Donc, il n'y a pas de raison que je le perde. Ah, exactement, dis donc, ma petite mère, faut pas déconner. Mais arrêtez de vous faire chier aux conneries. Et un jour ici, Stéphane Bern et Olivier de Kersauzon avaient évoqué ce problème parce qu'il arrive qu'on soit trahi par une voix trop haut perchée. J'arrive quelque part, les gens s'attendent à ce que je parle comme on parle dans le 16e avec des patates chaudes dans la bouche. C'est quand même incroyable. J'ai raconté que j'avais travaillé en usine. Tout le monde, c'est pas vrai, non. Bah oui, j'ai travaillé en usine, ça arrive. Et puis alors, les gens sont là étonnés. Ah, bah, si c'était le stage commando immersion populaire. Alors tous les matins, ses parents l'habillaient en petit pauvre. Le chauffeur le déposait tout près de l'endroit où il travaillait de l'usine. Le sang il rentrait tellement sale, il fallait 8 bonnes pour le laver. Les bleus de chez Cardin est dans un état. Heureusement, ça a duré qu'une semaine. Il avait une jolie petite boîte à outils de Hermès, entièrement à sa taille. Oh. Non, mais Stéphane, vous fabriquiez quoi? Mais enfin, je me souviens plus ce qu'on fabriquait. Il a été tellement ému devant toute cette crasse qu'il a tout rendu sur 4 heures devant l'entrée de l'usine. Le chauffeur a balayé bien sûr ce que nous ramassons nos cochonneries et on l'a ramené dans la Bentley. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été avec les meilleurs moments de la saison 2008-2009 sur RTL. Jacques Maillot, Robert Castel, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et puis l'invité d'honneur du 16 janvier, Noël Perna alias Mado la Niçoise. Alors reportons-nous sur la scène du gymnase. On envoie une musique qu'on connaît bien et puis vous arrivez en volatile. Quand je fais la mort du cygne, tu vas voir où je suis allergique. Là, c'est que je suis parce que j'ai plein de plumes. J'éternue beaucoup. Je crois que j'ai dû attraper la grippe aviaire. Ou alors je la couve. Non, parce qu'ils me mettent ils m'ont mis une plume, c'est le reproducteur, il s'est trompé, il m'a mis une plume, je suis sûre ils devaient me mettre de l'autruche, ils ont dû me mettre de la dinde. Ça me rend allergique. Mais la dinde, moi je supporte pas, ça me rappelle les repas de Noël. Ma belle-mère en face, la dinde au milieu, ça me fait des érections cutanées. Non. Ah, les repas de Noël, non, je supporte pas. Puis en plus, les plumes, on sait jamais s'il y a des chasseurs dans la salle. Tu vois, il y a M. Pironi dans la salle, il risque de me tirer dessus. Bon, avec toi, tu risques pas d'avoir un coup. Hein. Non, mais je risque de le prendre, le coup. Alors, non, parce que les chasseurs, il faut faire méfier. Hein. Moi, le mari de ma voisine, il est chasseur, il peut plus faire le ménage, il tire même sur son plumeau. Non. C'est courageux de se promener avec des plumes sur scène. La chorégraphie. Ah, mais c'est la chorégraphie comme Zizi Jean-Mer avec les pointes. Hein. Je fais classique, hein. Classique. Bon, j'arrive pas les deux pieds en même temps. Hein. Non, parce que quand un pied il monte, le genou il lâche. Vous voyez, alors, des demi-pointes. Des demi-pointes. Voilà, c'est ça. Ben oui, tiens. C'est des demi-pointes. Oui, mais c'est connu, très bien. Au Bolshoi, ils font toujours des demi-pointes. Vous vous souvenez de votre visite de la Bourgogne avec Albert? Ouh, la Bourgogne. Vous savez, la Bourgogne, c'est pas compliqué. Vous l'avez déjà visité. Il y en a qui ont dû le visiter avec le visage rouge que vous avez. Alors. Et la Bourgogne, vous savez, c'est pas compliqué, il y a 2 circuits. En haut, il y a les escargots, oui. Et en bas, il y a les caves. Les escargots, moi, ça me disait rien, hein, parce que j'ai dit à mon mari, il vaut mieux inviter, pour voir une chose qui bave, il vaut mieux inviter ta mère à la maison. Hein, bon. Finalement, non, c'est vrai, tant qu'à faire. Hein. Donc j'ai dit, finalement, on a choisi les caves. Vous voyez Dijon, monsieur, dame, mais dessous, c'est un océan de vin. Avec le guide, on avait fait une plongée en bouteille. Genre le grand bleu, tu sais, mais attention, là c'était les grands rouges. Hein. Puis alors, faut voir le guide, il te bourre le mou. Hein. Goûter, cracher, ça va, t'as goûté, on est venu pour ça, pas la peine de répéter 50 fois. Cracher, ça, je sais pas si mon mari va s'en rappeler. Hein. Quand on est remonté en surface, moi, il m'était monté un peu l'ivresse des profondeurs, tu sais, j'avais 19 de tension. Moi, j'étais contente parce que j'avais jamais eu 19 à l'école. Hein. Mais mon mari, tu sais, il avait dû oublier de faire les paliers de décompression. D'un coup, il est venu tout rouge, tu sais, mais rouge Bourgogne grand cru. Hein. Il avait même le regard ménésimé. Hein. Ça a dû te lui faire péter le bouchon de la horte sauvage, tu sais. La ventriloque droite, elle a dû se coller à la ventriloque gauche, dépressurisation cardiaque.
cardiaque. Il n'y a pas coupé, hein. Accident vino-vasculaire. On a appelé le SAMU. Ils m'ont dit, madame, votre mari, il a fait une overdose de rouge. J'ai dit, je le vois bien, il est tout blanc. Depuis qu'on est rentré dans le quartier, tout le monde l'appelle AOC. Albert oublie de cracher. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. De 16h à 18h sur RTL. Ah, dites donc, ça se passe à Pékin. C'est une Chinoise de 107 ans qui ne s'était jamais mariée parce que sa mère avait été très heureuse en ménage. Oui. Sa maman vient de mourir. Oui. Alors, c'est drôle, sa maman était plus jeune qu'elle. Ah enfin oui, bon, non, passons. Vous tenez la feuille à l'envers. Oh, il arrivait qu'on la regarde comme ça. Et bref, elle a décidé de se marier à 107 ans. Ah bah pourquoi pas. Et donc, elle a envoyé une petite annonce à un journal spécialisé qui est quand même plutôt destiné au 4e âge, où elle demande un mari ayant aux alentours de 100 ans. Ah oui, parce que c'est l'année du bœuf alors. Parce qu'elle voudrait bien quelqu'un avec qui elle puisse ne pas s'entendre. Elle voudrait bien manger une queue de bœuf avec une demi-braguette. Et vous-même, vous n'êtes pas marié, dites donc, vous? Non, ça vous intéresse, monsieur Boulevard? Si, ça l'intéresse éminemment. Ah oui, non, mais ça prouve que peut-être vous avez des velléités matrimoniales, hein? Oui, bien sûr. Hein? Oui, quel genre, vous voulez dire? Je sais pas, moi, un employé municipal avec une belle situation, quoi. Non, mais ça, je le dis déjà. Ah, ben oui, c'est vrai. Mon mari, Albert, oui, d'ailleurs, je le dis beaucoup, et c'est un Mikado. Vous savez pourquoi c'est un Mikado? À la mairie de Nice, on les appelle des Mikados. On dit le premier qui bouge, il a perdu. Oui, bien sûr. Nous, on les appelle tous des Mikados à la mairie de Nice. Mais mon mari le sait, je l'appelle, oh, Mikado, viens là, oui. Bon, ils sont pas tous paresseux non plus, hein, parce que ça, c'est des légendes. Hein. Ils sont souvent aussi en accident de travail. Quand même. Hein. Plus je vais RTT. Vous n'avez pas de problème avec la mairie de Nice, avec les énormités que vous dites sur les employés municipaux? Mais non, ils ne peuvent pas. Pourquoi vous voulez qu'ils m'en veuillent quand on dit des choses que c'est des choses que tout le monde y voit? Je ne suis pas la seule à les voir, moi je les dis. Et tout le monde y les voit. Question de monsieur Thomas de Poitiers. Qui a mis au point le champagne rosé en 1804? Louis Roederer. Non. Lalou? Non. Son frère? Non. La veuve Clicquot? La veuve Clicquot. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, pardon, de Perroni. Ah, ben j'aurais dû m'en douter. Il y avait Marthe Richard qu'on avait appelée la veuve Clicquot. Quand elle a fermé les maisons closes. Ça a été créé suite à un accident ou c'était volontaire? Non, je crois pas. Non, c'était une alchimie. C'est un un champagne supplémentaire. Question de monsieur Gentil. Comment s'appelle une tasse à 2 anses? Une tasse à Un con? bol. Non. Une ambi quelque chose. Alors, on en trouve chez les brocanteurs. Bidextre. Ça porte un nom un peu Un pot particulier de chambre. qui tente à prouver que certaines maladies qu'on déplore aujourd'hui sont déjà très anciennes. La tasse à la vérole? Non, non. Une maladie très grave. Alors, une maladie grave, oui. Et une maladie neurologique. Hein. Ah bon? Épilepsie? Non, non. Mais alors, ne cherchez pas la maladie, cherchez le nom de cette tasse. C'est ce qu'on fait? C'est une tasse donc à deux ans. 2 anses, et justement, Parce qu'il y a en des bols pensant à aux 2 gens oreilles. La qui ont Parkinson? Oui, mais si vous voulez... La manchotte. Une tremblante. Alors, c'est presque ça. C'est pas tremblante, Une c'est trembleuse. une trembleuse. Bonne réponse de Maillot et Perroni. Une trembleuse. Parce qu'on peut, peut la maintenir. Oui, bien sûr. Non, mais vous en avez souvent d'ailleurs chez vous, j'ai remarqué. Qu'est-ce que le GPS a changé dans votre vie, Mado? Alors le GPS, moi je la supporte pas, vous savez, parce que depuis qu'on a le GPS, mon fils, il met 2 fois plus de temps pour... Il s'entend pas avec la dame du GPS. Tu sais, il a acheté sur Internet. Alors c'est sûr, il n'a pas payé cher en attendant l'autre, elle lui parle que le roumain. Par contre, mon mari, la sienne, dans le GPS, il ne peut plus s'en passer. Monsieur, ouh là là, il m'énerve, mon mari, il me fait monter la bouffaïsse. Il a mis même pour aller chez ma belle-mère, qu'il y va depuis qu'il est né chez ma belle-mère, elle n'a jamais déménagé. Et en plus, les boutons, il faut voir comme il est tripoté. Moi, il ne les a jamais tripotés comme ça. Non, il a changé, mon mari, depuis qu'il a mis le GPS dans la voiture, c'est plus le même. Avant,
J'avais la carte sur les genoux, je lui donnais les indications, tu sais, on avait nos habitudes. Pendant le trajet, on divorçait au moins 3 fois. Maintenant, il me fait taire à moi pour l'écouter à elle. Et comme madame, elle a toujours quelque chose à dire, tu sais, moi je peux plus en placer une. Hein. En plus, tu la vois, elle fait son intéressante, tu sais, quand tu l'entends dire « À la fin de la route, tournez à droite !» Oh, à gauche, il y a un sens interdit, en face, il y a le mur. 350 € pour écouter des couillonnades. Non, mais tu sais, moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire GPS, et maintenant j'ai compris. Hein. GPS, la gourde qui parle seule. Remarquez, je dis ça, mais je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dans la voiture, non? Il y en a qui l'ont, la gourde. Eh oui, c'est quand même une révolution, ce GPS. C'est quand même la première fois que les hommes ils font confiance à une femme au volant. Bravo, bravo. Et naturellement, bon, on peut renouer avec ces textes pour peu qu'on aille au gymnase, mais il faut se presser parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Oui, c'est vraiment... Heureusement, c'est grand, hein, le gymnase. Un franc succès, je m'y attendais pas parce que c'est une provinciale qui monte à Paris, on n'a pas la même aura sur la capitale, c'est pas facile. Il y a des fois des Parisiens qui descendent en province. Hein. Beaucoup moins que les provinciaux qui... Non, beaucoup plus, effectivement, que les provinciaux qui montent à Paris. Donc c'est un franc succès, disons-le. Mais c'est mérité. Mais on peut pas dire, même si votre modestie doit en souffrir, c'est un triomphe. Allons jusque-là, ça coûte rien. Dites-le, mais moi je peux pas le dire, dites-le vous. Mais moi je le dis. Dites-le. Bon, en plus j'en sais rien. Mais vous y avez contribué, monsieur Boulevard. Vous le savez. Vous m'avez programmé longtemps Bobino, vous avez cru en moi. C'est vrai. Et je vous en suis très reconnaissante, demandez-moi ce que vous voulez. C'est la seule chose. Papy va passer une bonne soirée. Il va passer une bonne journée. Jacques Maillot, Robert Castel, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Pierre Bellemare étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard. C'était en janvier, le 16 janvier, oui, déjà. Et puis l'invité d'honneur, Noël Perna, alias Mado la Niçoise. Question de Madame Léger de Reims, ça c'est une question pour Pierre Bellemare. Comment appelle-t-on dans le midi de la France un chenal par lequel un cours d'eau ou un étang débouche dans la mer? Un croc. Alors c'est pas croc, mais c'est presque gros. Le gros du roi. Le gros du roi. Ah, exactement. Bonne réponse de Perroni. C'est côté Provence. Gros du roi. C'est pas de notre côté à nous. Vous vous souvenez de vos vacances à l'île d'Oléron? Tiens, monsieur, dame, si vous voulez passer des vacances d'hiver, allez au mois d'août à l'île d'Oléron. On avait loué la maison les pieds dans l'eau. Enfin, les pieds dans l'eau, là-bas, c'est une expression, parce que la mer... Et s'escape toutes les 6 heures. Nous, on n'a pas l'habitude. Nous, où on la laisse, la mer, on la retrouve le lendemain chez nous. Dans le premier jour, on est arrivé, la mer, elle était à 2 kilomètres. Elle était tellement glacée, Albert, il est revenu. Et le lendemain, on a tout calculé, parce que pour se baigner là-bas, je ne sais pas si vous connaissez, il faut calculer les marées, le chose, le patin, le coup fait. Enfin, pour se baigner là-bas, il faut être sorti de la NASA. Hein. Le lendemain, on avait bien tout calculé, il y avait bien la mer. Il n'y avait plus la plage. Non, parce que où tu as la mer, où tu as la plage, tu n'as jamais les deux en même temps. Hein. Alors Albert, il a marché une demi-heure. Il avait bien il avait l'eau à la cheville. Après, il a marché encore une demi-heure. Il avait au genou. Il a perdu le moral avant de perdre pied. Hein. J'ai dit Albert, reste au bord, tu mouilles un peu, tu fais la planche, tu profites un peu. Mais là-bas, l'eau, elle est tellement glacée. Tu sais, quand elle est sortie, je ne l'ai pas reconnue. On t'aurait dit un bâtonnet de poisson pané surgelé. J'ai dit, Albert va marcher sur la plage, vous savez, comme c'est, pour te réchauffer un peu, hein. Mais bon, ce genre de plage, vous savez, là-bas, bon, on va pas se moquer, hein. Pauvres, ils ont beaucoup de goudron, hein. C'est le genre de plage où quand tu ranges la serviette, tu as l'impression de rapporter un bout d'autoroute à la maison. Enfin bon, il est parti, il a marché une demi-heure. Pieds nus. Il est revenu, il avait des tongs en caoutchouc comme ça. Il marchait encore une demi-heure, il revenait avec les pneus 4x4. Non, moi le sable, je me le ressens pas en plus. Hein. Vous savez, c'est pas notre culture hein, à Nice. Nous, vous, c'est les galets. Bien sûr, vous connaissez Nice, c'est les galets. De toute la Côte d'Azur, il n'y a pas un endroit où il y a des galets, c'est que à Nice. C'est une tradition hein, chez nous. Moi, par exemple, à la mairie de Nice, nous, à la place du portrait du président de la République, nous, on a mis un gros galet. Oui, comme ça on a un gros galet à la place d'un gringalet. La honte de l'invité d'honneur.
Oh, c'est une honte qui remonte à tellement loin qu'elle ça, c'est est quand à j'étais moitié petite pardonnée. aussi. Oui. Oui, parce que c'était le premier gros mot que je disais, puis je l'avais écrit sur un papier à la maîtresse, et j'avais marqué caca, pipi et crotte. Et j'avais fait une petite boulette et je l'avais envoyé à une copine de classe, un peu plus loin, et la maîtresse, elle a intercepté. Et là, c'était le drame de ma vie parce que c'était la première fois que je disais des mots grossiers. Caca, pipi et crotte, c'était quand même des mots très grossiers pour l'âge que j'avais. Et j'ai eu la honte de ma vie. J'ai rien eu d'autre honte, aussi loin que je puisse me rappeler aussi. Vous voyez, c'est pas énorme. Non, non. C'est du Marivaux, ça. Oui. Voilà. C'est du Marivaux, maintenant. Allez, Fesse d'accord, d'enculé, voilà. tout ça, c'est comme si vous n'étiez pas tout. Qui a dit « Les femmes croient volontiers que parce qu'elles ont fait le contraire de ce qu'on leur demandait, elles ont pris une initiative. » C'est Guitry, tout le monde est d'accord. Merci à Robert Castel. Alors c'est Robert Castel qui va se dévouer, mais je pense qu'il fera de bon cœur, pour interpréter l'histoire du jour. Kawito qui rentre dans un café, Kawito qui rentre dans un café, il y a 4 joueurs qui jouent. Il y a Pastafagoul, il y a Fartas le Chauve, Maurice Medioni, et un 4e qui est Borgne. Il est Borgne, la partie se déroule comme ça, je passe, je rentre, je tapis, ceci, cela, et à un moment donné, quand Pastafagoul il se lève, il dit, parmi nous, il y en a un qui triche avec effronterie. Je dirais pas lequel, mais s'il continue, je lui crèverai l'orteil. Sur RTL jusqu'à 18h, on n'a pas de problème d'informatique, enfin j'espère. Nous sommes en mesure de vous faire revivre les grosses têtes du 25 février avec Philippe Bouvard. Pendant que sa vie d'adulte de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Pendant que sa vie d'adulte continue, Patrick Bosso a entrepris de transformer en spectacle son enfance et son adolescence. Excellente formule puisqu'il encaisse les recettes du théâtre sans avoir à décaisser les honoraires du psychanalyste. Et Bosso ne nous cache rien, ni une famille modeste vivant joyeusement mais difficilement dans les bas quartiers de Marseille, ni un papa privé de permis de conduire qui trimballait ses 3 enfants sur sa mobilette, ni ses premières amours, ni son échec au CAP de plombier et son engagement de rabatteur de cabaret à Pigalle qui le mit au bord du proxénétisme. Le tout ponctué de putingues qui alternent aussi régulièrement dans ses conversations que dans ses spectacles. Asseyez-vous, monsieur Bosso, et considérez-vous comme placé en garde à vous. Oh là là, déjà. C'est une chaise. Hein, c'est Patrick pas un cheval. Bosso, quelles sont les limites du spectacle autobiographique? On peut tout raconter ou il y a des zones d'ombre? Disons que moi je préfère raconter surtout la face solaire des gens, quoi, parce que voilà, c'est ce que j'ai pas trop envie de faire pleurer dans les chaumières. Après, on a tous une face solaire et une face un peu sombre comme ça, et moi sur scène, c'est vrai que je préfère mettre en avant la face solaire. Mais l'évocation scénique de votre enfance vous permet peut-être de faire des économies de psy, hein? Je crois que c'est ça en fait, hein, parce que j'arrive pas à me sortir de l'enfance. Voilà, c'est ça quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ce gamin-là qui me pousse à faire plein de choses. Des fois, il m'énerve. Des fois, j'arrive à lui parler, des fois, on se comprend, mais... Pourquoi la courte échelle, alors? La courte échelle, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le truc de l'enfance, quoi. C'est la curiosité, déjà, voir ce qu'il y a derrière le mur. Et puis, surtout, il faut être 2, quoi. Et moi, ce que je dis dans le spectacle, je dis que la vraie misère, c'est pas de se faire la courte échelle, mais c'est de n'avoir personne pour vous la faire. Vous dites qu'il faut être 2, mais sur scène, vous êtes tout seul. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, je pense que dans la vie, on a toujours besoin de gens qui vous fassent après, on n'a plus tellement de copains pour vous faire la courte échelle. Après, on en a de moins en moins. Et ils sont de plus en plus fatigués, surtout. En quoi consistait... Faut les prendre jeunes. Voilà, c'est ça. En quoi consistait le métier de piqueur de sel que pratiquait votre papa? Piqueur de sel, c'est quand les bateaux sont en cale sèche, vous savez, et, donc tout, voilà, et la rouille et tout ça, quoi. Et c'est un métier assez méconnu. Je trouve que c'est un beau piqueur de sel, quoi. Et donc, et voilà, donc. Il moi, nettoyait les coques. Il nettoyait les coques et il faisait des bateaux comme ça, tout neufs. Et donc c'est drôle parce que le dimanche, il nous amenait voir les bateaux comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup le dimanche parce que c'était, c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est le seul jour de la semaine où mon père me donnait la main et on allait voir les bateaux comme ça, qui eux après prenaient la mer pour partir et nous après on prenait le bus pour rentrer, quoi. Comment se répartissait votre famille nombreuse dans son petit cabanon?
Moi, j'avais de la chance parce qu'on partait en vacances déjà. C'était pas le cas de tous mes collègues dans le quartier. Et on allait en vacances à 20 km de Marseille. Et 20 km. Bah oui, mais voilà. Et ce qui était drôle, c'est que quand mon père il arrivait en mobilette, ma mère elle lui demandait quel temps il faisait à Marseille. et mon père il répondait en plus. Et ma mère elle disait toujours un temps différent, quoi. Et donc on avait un cabanon qui devait faire 3 mètres carrés, mais bon, ça me foutait parce que l'été on vit dans ce qu'on voit, donc on était constamment dehors. Mais c'est vrai qu'on dormait. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cabanon? Ma mère elle disait, il y avait rien en fait, quoi. Non, mais il y avait beaucoup de monde. Ah, il y avait. Alors ma mère elle disait, tiens, alors toi Patrick, tu dormiras là. Et elle montrait un endroit. Après elle disait à ma soeur, toi tu dormiras là. Elle montrait le même endroit. Papa il dormira là. Moi je dormirai là. Tonton Jeannot dormira là. Tata Guéguette elle dormira là. Ton cousin Gérard il dormira là. Ton cousin Jean-Luc il dormira là. Tata Nanelle dormira là. Tonton Mimi dormira là. Ton cousin Charles dormira là. Ton cousin Robert dormira là. Comment ça se passait la nuit? Ah, la nuit, je sais pas comment ça se passait, mais il fallait bien être en cadence au niveau des ronflements, au niveau des mouvements. Il fallait être tous synchronisés. Et pour les câlins? Ah, ben ça, il faut demander à mes parents. Je sais pas s'il y en avait pendant l'été, quoi. Si à l'heure de la sieste. Derrière le pain, là-bas. Voilà, c'est ça. Pourquoi faut-il se lever si tôt pour aller à la pêche? Ben ça, c'est ce que j'ai jamais compris. Pourquoi il faut aller à la pêche si tôt? Moi, je sais. Si le poisson, il est là à 5h du matin, en principe, à midi, il doit y être, quoi, encore. Eh ben non. D'abord parce qu'il y a les roses des vents et la mer est calme à une certaine heure. Vous souvenez-vous des déplacements sur la mobilette paternelle? Mon père, il avait une mobilette où il a passé 9 fois le permis pour autant de fois échouer. Et donc on attendait chaque fois qu'il revienne avec le papier rose et chaque fois il faisait comme ça avec la tête. On disait oh putain. Et donc du coup comme on avait qu'un oncle qui avait une voiture, quoi. Moi j'ai jamais été à l'aise dans une voiture, vous voyez, on était toujours 12, 14. J'étais toujours assis sur une tente, il y avait quelqu'un dans la boîte à gants. Comme le cabanon. Voilà, on était tout le temps beaucoup, quoi. Et pour moi la réussite c'était quand j'ai pu monter à l'arrière d'une voiture et étendre mes bras, vous voyez. Et donc mon père il avait une mobilette et on montait à 3 dessus, quoi. Et donc je peux vous dire que j'avais la marque du porte-bagages sur les fesses pendant 15 jours. Et donc ça faisait drôle à chaque fois quand on faisait 15 km à 3 sur une mobilette. Donc ma mère derrière c'était ma ceinture de sécurité parce qu'elle me tenait par les bras et le ventre de mon père mon airbag, quoi. Donc tout allait bien. Effectivement, un bel été avec les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h avec les meilleurs moments de la saison 2008-2009 en compagnie du 25 février de Patrick Bosso qui venait parler de son one-man show La Courte Échelle. Une jeunesse pas très confortable mais joyeuse quand même. Une jeunesse comme dans les films, les comédies italiennes que j'adore, vous savez, Le Pigeon, tous ces films-là, où chaque fois quand on voit le film, c'est dramatique dans la situation dans laquelle ils sont. Et en même temps, il y en a toujours un pour faire une connerie, pour pincer les fesses de l'autre, pour voler un morceau de pain, et voilà. Et donc, moi, j'ai toujours vu ça plutôt que la misère. Le quartier de Marseille, c'était la Belle de Mai. La Belle de Mai, ouais. C'était le quartier de César, le sculpteur. C'était le quartier de César, exactement, voilà. Bon, il y avait de la petite délinquance quand même déjà. Et même de la grosse. Et ah oui, donc là-bas, moi j'ai jamais entendu par exemple dire tiens, on va acheter une télévision. Mais on disait toujours tu connais personne qui va une télévision, quoi, tu vois. Donc il y avait toujours un côté comme ça. C'est très différent. Voilà, c'est très différent. Et c'est moins cher. Et c'est beaucoup moins cher. Ouais. Comment se nommaient les copains de votre père? De tête, je crois, il y avait Jeannot, François, Raymond, Louis, Raskas, Ahmed, Bouche de Vieille, Tampico, Daouda, Albert Grosieux, René Lebègue, Tuyau de Poil, Moustache, Pied Pané, Nazol, Nuque Longue, Didou, Dadé, Doudou, Dada, Bouleg, l'Italien, l'Arménien, Polo, Gambe, Boulange, Moule, Toto, Bouillotte, Pas de Vis, Max, Mohamed, Lantier, l'Américain, Fabrizio, Tête Carrée et mon père. Très, très pittoresque. Oui, je me demande d'ailleurs pourquoi on nous donne un prénom à Marseille, quoi. Parce qu'il est voilà, on vous appelle François, on vous appelle Chua, on vous appelle Robert, on vous appelle Bébert. Vous voyez, on devrait marquer directement sur la gourmette Bébert. Au moins, on sait à qui elle appartiendrait si on la trouverait par terre. Oui. C'est pas pour ça qu'on la rendrait, mais en tout cas, on serait qu'elle. Godin, il l'appelle Gogo, par exemple. Un monde un peu macho, hein. C'est un monde un peu macho, c'est-à-dire que bon, ben voilà, quoi. C'est vrai que moi, chez moi, par exemple, on n'avait pas de télécommande, c'était ma sœur la télécommande. On disait Annie, mets la une, Annie, mets la deux. Non, je déconne, non. Alors, je me fais rire, c'est déjà ça. Voilà, j'en ai gagné un déjà. Le football, c'est quand même le grand sport local, hein.
Peut-être que vous auriez pu vous illustrer. Enfin, votre carrière serait finie aujourd'hui. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Mais en fait, en même temps, on fait un métier où on dit jouer, quoi. Parce qu'on dit jouer au football, jouer au théâtre, donc on n'est pas loin. Mais quand on vit dans une cité où on est 2000 dans un immeuble, vous voulez jouer à quoi? Au tennis, vous voyez, déjà, il n'y a pas de cours, quoi. Et à 1 contre 1, si vous devez prendre le gagnant, vous allez jouer dans 3000 ans, vous voyez. Alors qu'au football, on peut jouer à 30 contre 30, 40 contre 40. Et voilà, quoi. Et moi, il y avait un petit club qui s'appelait, le club de mon quartier, il s'appelait l'Union Sportive Amicale. Alors, on était super fiers parce qu'on avait un beau maillot bleu marine en coton avec un écusson où dessus, il était brodé des initiales du club. Donc, Union Sportive Amicale, ça faisait USA. Donc, on se prenait pour des Américains. Le problème, c'est qu'on jouait comme eux et qu'on prenait un paquet de buts, quoi. Que vous ont appris vos petits boulots? Que j'aurais dû mieux travailler à l'école. Non, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Ils m'ont appris que, voilà, quoi. Moi, j'ai eu la chance je trouvais du boulot comme ça, quoi. On allait sur le port à Marseille, on se débrouillait, quoi. Le port, vous savez, c'était comme un grand supermarché, quoi. Le seul truc, c'est que c'était gratuit, la plupart des choses, quoi. Sauf qu'il fallait pas se faire attraper. Mais, et donc, voilà, quoi. Dès qu'il y a un port, il y a plein de boulot autour, quoi. Il y a plein de gens qui grouillent comme ça. Et moi, j'aimais bien rencontrer ces gens-là. Et puis après, c'est vrai qu'à Paris, j'ai travaillé à Pigalle, comme chasseur dans les cabarets. Alors là, c'est la partie la plus contestable de votre activité. Pourquoi? Parce que, bon, vous étiez rabatteur devant des boîtes de nuit, c'est-à-dire que vous faisiez entrer des pauvres touristes dans des endroits je peux vous dire que où on les rançonnait. Je peux vous dire que les touristes, c'est pas les meilleurs. Non. C'est pas ceux-là, non. Non, c'est le bon français. Là, vous voyez, par exemple, il y a le salon de l'agriculture. Je peux vous dire que là-bas, ils sont contents. Hein. Oui. Alors là, je peux vous dire que ça arrive et ça... ils vont dépenser les subventions. Voilà, c'est ça. Là, les vaches laitières, ils vont les retrouver. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que vous auriez pu être poursuivi à l'époque pour complicité de proxénétisme? Non, pour racolage sur la voie publique, oui. Parce qu'il ne faut pas toucher... tant qu'on parle à la personne sur le trottoir, on a le droit, il ne faut pas l'attraper par le bras. Et là, vous êtes passible de racolage sur la voie publique. Mais moi, en aucun cas, je pouvais être... Et quand il y avait un touriste japonais, alors vous étiez capable de l'inviter? Il fallait, pour le faire entrer, il fallait dire « Allô, Kyoto, kinki desu ka, gombawa, mirotaki, kongai no kongai ». Parce que kongai, ça veut dire un peu, voilà, quoi. Oui, et donc, ça veut dire qu'il y a des petites femmes à l'intérieur. Mais ils vont dire « Non, 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 non ». C'est très, très dur pour les faire entrer. Tu faisais des gestes? Je faisais des gestes quand ils me comprenaient pas et voilà, quoi. Mais sinon, après, j'ouvrais la porte et ils voyaient un petit peu comme ça ce paradis derrière, quoi. Après, j'avais qu'à les pousser, quoi. Mais pas gentiment. Pas les toucher. Non, non, pas les toucher, non. Non, c'est difficile, hein, franchement, parce que quand vous avez le tournoi des 5 Nations, les rugbyman, les Écossais qui viennent et qui vous pissent sur la façade et qui mesurent 2 mètres, vous voyez, qui sont sous, et moi je mesure 1,50 m et je pèse 50 kilos et qu'il faut me battre avec eux. Franchement, des fois, c'était pas rigolo tous les soirs. Mais bon, en même temps, c'est marrant de passer de ce monde-là après-midi au cours de théâtre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De passer de Shakespeare à Malika, vous voyez, c'est exactement. Est-ce qu'il y a une amicale des Marseillais à Paris? Ah, je sais pas. Non. Je sais pas, mais moi j'aime pas trop le côté associatif. Il y a des Marseillais célèbres. Et notre ami, le célèbre avocat Paul Lombard, en fait partie. Et il prend souvent la parole, d'ailleurs, pour défendre les Marseillais de Marseille. Et ici, il s'était érigé en défenseur de la bouillabaisse, la vraie bouillabaisse. La meilleure recette de bouillabaisse, d'abord, c'est un plat national formidable, comme la choucroute, comme le cassoulet, qui a détrôné un peu, n'est-il pas vrai, au moment du régionalisme, la dictature éhontée de la cuisine des Lyonnais. Je ne parle pas de la cuisine parisienne, elle n'existe pas. Mais la bouillabaisse, tenez, vous me rappelez que un poète mineur avait fait ces 2 vers charmants, avait dit un vendredi maigre, une certaine abbesse d'un couvent marseillais créa la bouillabaisse. C'est joli, hein? Oui. En réalité, c'est pas vrai. C'est un plat de pêcheurs, c'est un plat de pauvres, c'est un plat dans lequel il faut des poissons uniquement de la Méditerranée et pas la caricature de poissons que l'on trouve, paraît-il, dans l'Atlantique. Vous vous souvenez des poissons qu'il faut mettre dans la bouillabaisse, en dehors de la rascasse, bien sûr? Oui, non. C'est tous les poissons qui ne sont pas vendables. C'est tous les poissons pauvres. Tous ceux qui n'ont pas belle allure et qu'on ne peut pas vendre au marché. Et ce qui est drôle maintenant, c'est que c'est un plat qui est très cher, quoi, quand on... attendez, il y a des bouillabaisse dans laquelle on vous met de la langouste. Hein, ça n'est pas de la bouillabaisse. Vous avez remarqué que plus les plats sont des plats de pauvres, plus ils sont chers au restaurant.
J'ai pris un jour à Toulouse un cassoulet avec des fèves. Le mec m'explique que c'était le plat du paysan. Ça vaut 2 fois le prix du cassoulet avec des haricots. Ah oui. Et ça fait pas péter. Ah non, c'est La fève fait moins péter que l'artichaut. À retardement. Mais d'ailleurs, je crois que ça vient là. Attends. Je pense surtout que tu as un problème intestinal. Mais si tu te fais un... Non, mais je crois que les poissons de la bouillabaisse, il faut du congre dedans. Du congre. C'est une belle tête de congre. Oui. Du Saint-Pierre. Il faut un peu de Saint-Pierre, il faut du rouget, évidemment. Il faut de la morue, Non, il n'y a pas ça. La morue, vous l'invitez pour manger la il faut du... Et on peut faire la meilleure... Ce prix-là, on n'invite pas une Et la morue. meilleure bouillabaisse avec les têtes. Même si on garde que les têtes. Non, mais attention, ma chérie, il faut du pajot. On confond de faire la soupe qui permet la cuisson du poisson. Oui, mais justement. Et la bouillabaisse elle-même, c'est-à-dire le poisson. Avec tous les poissons. D'abord faire une soupe avant de faire une bouillabaisse. Et puis il faut la rouille surtout. Le plaisir vient de la rencontre de la morue avec le pajot. Oui, le pajot. Voilà, nous y revoilà. C'est typiquement méditerranéen. Et vous, Amanda, comment vous la faites, votre bouillabaisse? Moi, je sais faire la rouille. Ah oui, c'est bien. Oui. La morue aussi, tu sais la faire. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard reviennent dans un instant. On continue avec Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été en compagnie de Patrick Bosso le 25 février. Qui a dit le pastis, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez, 3, c'est trop. C'est Rému ou quelqu'un d'autre. C'est pas loin. Charles Pasqua. C'est Fernandel qui dit ça. C'est Fernandel. C'est Fernandel, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que lui, c'était vraiment un Marseillais authentique. Et puis c'était surtout, moi, je sais pas, souvent on dit qu'ils s'entendaient mal, ou je sais pas, avec Rému et Marcel Pagnol et tout ça, qu'il y avait des frictions, mais j'aimais bien ce côté bande comme ça. Et un jour, il y avait, je tournais un film et il y avait Franck Fernandel qui était là. Alors donc, je le pressais comme ça de questions pour savoir s'il pouvait me raconter des anecdotes sur son père et tout ça. Et il me dit, un jour, j'étais petit, comme ça, il me dit, à Carry-le-Rouet, là-bas, la Villa des Roses. Et il me dit, je devais avoir 9-10 ans, et il me dit, j'entends sonner au portail. Il me dit, donc je pars vite en courant, comme ça, sur le gravier. Il arrive au bout de l'allée, et il voit tonton Marcel, comme il l'appelait, Marcel Pagnol. Et Marcel Pagnol, lui dit, il est où ton père? Et il dit, mon père, il dort. Il dit, va le réveiller. Il dit, oh là là, putain. Alors donc il repart sur le gravier, tout ça, il monte dans la chambre, et puis son père, Fernandel quand même et tout, il s'approche doucement, et il le réveille, il lui dit, papa, il y a tonton Marcel qui est là, il m'a dit de te réveiller. Il dit, va lui demander ce qu'il veut. Oh putain. Alors il descend comme ça, et il court sur le gravier, comme ça, il voit le portail au fond, et il dit, papa, il me demande ce que tu veux. Il dit, dis-lui que je lui ai amené des cerises. Oh putain, alors il repart comme ça, il remonte et il dit, c'est tonton Marcel, il a dit qu'il t'a amené des cerises. Il dit, va lui demander si elles sont grosses. Alors là, il repart en courant sur le gravier comme ça, il dit, papa, il me demande de te demander si elles étaient grosses. Il dit, comme mes couilles. Alors il repart, le gamin, il remonte et voit son père, il dit, elles sont grosses comme ses couilles. Il dit, alors fais-le rentrer. Vous avez un producteur qui porte un nom célèbre, hein? D'abord, vous avez eu Éric Cantona. Est-ce que vous avez Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des producteurs plus célèbres que moi. C'est ça qui est. Vous avez remboursé l'argent que vous avez prêté Éric Cantona? Je pense qu'il déjà, il me l'a pas demandé, mais c'était pas déjà. Je pense que c'était pas un prêt, c'était plus qu'il me l'a donné. Mais justement, je suis content parce que je l'ai pas trahi, quoi. C'est-à-dire que 20 ans après, je suis là. Donc c'était. Et le producteur en titre, alors, porte un nom connu. C'est Claude François Junior, le fils de Claude François. L'authentique fils de Claude. C'est incroyable. Eh bien, si on l'appelait. Allons-y, appelez-le alors. Bonjour Claude François Junior. Bonjour Philippe. Comment travaillez-vous, salut Patrick? C'est un bon poulain? Oui, c'est un bon poulain. C'est surtout quelqu'un qui porte une très bonne numérologie en lui, parce que je lui ai fait son test quand je l'ai connu au début. Et avant de le signer, je lui ai demandé quelle était sa date de naissance. Et dans les chiffres, il y avait marqué destin exceptionnel. Donc ça ne fait que se confirmer. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui est agréable à vivre. C'est quelqu'un qui est drôle, qui est humain, qui est loyal et qui est fidèle. Et ça fait 15 ans maintenant qu'on fait la route ensemble. Et Vous avez d'autres artistes dans votre écurie? J'en ai eu, mais c'est le seul avec qui l'aventure se poursuit vraiment encore aujourd'hui. Oui. Il faut dire aussi que vous bénéficiez d'une célébrité posthume de votre regretté papa, incroyable, hein? Oui, mais
pour le coup, en ce qui concerne Patrick, il n'en a jamais profité, et parce que je pense que ça aurait été une erreur de calcul que de s'en servir auprès des médias pour lui mettre le pied à l'étrier. Non. Il y a combien de temps qu'il a disparu, Claude ? 31 ans bientôt. 31 ans. Sa post-carrière fait le double de sa carrière réelle qui a duré un peu plus de 15 ans. Il était très moderne. Hein. Quand on écoute les chansons aujourd'hui, elles ne sont pas démodées du tout. Moi, Les pour orchestrations. danser, je n'aime que ça. C'est pour ça que les très, mots très faut moderne. plus que les disques. Et peut-être parce qu'il n'a pas été remplacé dans ce créneau artistique. Hein. Et ça, c'est toujours délicat de dire qu'il n'a pas été remplacé. Il y a toujours des nouvelles générations qui font danser des gens et des nouvelles générations. Mais en tout cas, il est resté efficace, enfin, à part. Et puis son œuvre reste efficace. Il n'y a qu'à le voir en discothèque. Les droits en discothèque sont encore très importants. Bon, enfin, il travaille bien, Patrick, hein ? Ouais, non, il travaille bien. On est ravis d'un nouveau spectacle qui marche très bien. À Il Paris. remplit les salles et donc il remplit les caisses. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on a été heureux de vous entendre, hein, Moi d'avoir été avec vous. et puis heureux de penser que vous formez un bon tandem avec Patrick Bosso. Ouais, c'est ça on n'aurait jamais dû se rencontrer, quoi. C'est un peu Brett Sinclair et Danny Wilde, vous voyez. Et voilà, et ça fonctionne. Merci Claude François Junior, merci. Qui vous parle du costume. Je vous laisse qui vous parle du costume de mon père. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de numérologie? Il marche que Alors comme Claude, ça? ce qui est drôle, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, je jouais au théâtre de 10h, donc il est venu voir le spectacle et tout ça, et donc lui, il était producteur, il s'occupait plus des droits de son père, de gérer les droits de son père, et donc voilà, on a commencé tous les deux comme ça il y a un peu plus de 15 ans maintenant, et quand je suis rentré dans son bureau pour signer donc le premier contrat, comme on dit, entre un artiste et un producteur, donc il y a de la fébrilité, je m'attendais à ce qu'il me pose des questions sur comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu vas faire et tout ça, il me dit, t'es né quel jour ? Alors j'ai dit peut-être c'est pour la visite médicale, quoi, je sais pas. Alors j'ai dit ma date de naissance et tout ça, et puis là il part dans une série de calculs sans rien me dire, et puis il me dit tac, je me souviens plus, destin exceptionnel. Ah bon? Mais destin exceptionnel aussi, ça veut dire que je peux tomber du 15e étage, c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, on ne sait pas dans quel sens. Et voilà. Et donc tu as du demandé coup, son numéro de compte en banque pour faire le même. Voilà, c'est ça. Et moi j'ai calculé avec son numéro de carte bleue. bon Non, voilà quoi. Et du coup il m'a dit on signe. Et il m'a rien demandé de plus. Qu'il y ait Quoi. cette Ouais. superstition. Et C'était apparemment, Carrère je aussi, vois Claude quand Carrère. des fois il y en a il le qui- fait à des gens et tout ça, les gens sont assez. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez décrire cet après-midi, comme vous le faites le soir sur la scène de la Comédie de Paris, l'immeuble de votre enfance ? Oh, ben l'immeuble de mon enfance, c'était comme je dis, c'était comme un paquebot, comme s'il avait été pris dans une mer de goudron, vous voyez, on savait qu'il allait pas bouger, quoi. Et c'est drôle parce que moi j'habitais au 13e étage, on voyait la mer, mais vraiment très loin comme ça, et on savait que pour y aller c'était compliqué, quoi. Donc on avait un membre, on était 2000 et il y avait un seul membre d'équipage, c'était le gardien de l'immeuble, Monsieur Burle, et il mesurait 1m58 et il habitait au rez-de-chaussée. J'ai dit, comment tu veux diriger un bateau quand tu vois même pas la ligne d'horizon? Et donc on était à peu près 2000 à bord, qu'avec des cabines 5e classe et des hublots qui donnaient sur un paysage unique et fixe, l'immeuble d'en face. C'est les cyprès. Alors lui, je dis, portait bien son nom parce qu'il était si près que pour aller voir mon collègue, j'étais même pas obligé de sortir de chez moi. donc voilà, quoi. Donc on était comme ça dans ces immeubles, et en même temps, il y avait, comment on pourrait dire ça, il y avait un tel mélange et une telle mixité des gens et des choses, quoi, qu'on voyait pas tout ça. Mais c'est vrai que c'était une drôle de paquebot, quoi. Je dis, c'était un amas de tôles et de nationalités, et je peux vous dire que des nationalités, il y en avait un paquet qui était en tôle. 16h-18h, Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. Question de Madame Cassagne de Paimpol, qui a dit « L'humour drôle, naïf, c'est quand on se fait passer pour un con et que ça fait rire tellement on est con. Généralement, ça marche que quand on est vraiment con. » Coluche ? Non, alors c'est quelqu'un qui est comique, bien sûr, qui est pas con, et que nous connaissons, et qui est toujours de ce monde. Bedos ? Non, mais c'est pas très loin. Pas très loin de Bedos. Et il vient nous voir régulièrement. Bigard, Jean-Marie Bigard ? Non. Sim ? Non. Non, attention, il appartient à la race des comiques méditerranéens. Robert Castel ? Non. Non. Michel Boujna? Michel Boujna. Bonne réponse d'Amanda Lear.
D'abord Paris, et puis ensuite alors une tournée qui va durer pendant des mois. Hein. Jusqu'à fin 2010, ouais. Oh là là. Jusqu'à temps qu'on sorte de la crise, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis rentré dans le spectacle et ils vont sortir au dernier moment. Est-ce qu'on sent la crise dans les établissements de spectacle? Alors on dit que justement quand il y a la crise comme ça, les gens ont envie de rire et donc apparemment, nous non quoi, mais ça a été pareil apparemment dans les années en 29 quand il y a eu la crise et c'est là où on a vu tous les films de Fred Astaire, toutes ces comédies musicales et tout ça qui sont arrivées juste après la crise de 29. Donc il y a un côté comme ça, envie de rire et envie de rêver au moment difficile quoi. Et donc moi enfin en tout cas au théâtre on la ressent pas quoi. Est-ce qu'il n'était pas répréhensible d'exercer la plomberie comme vous l'avez fait? Bon, pas en France, d'accord, mais quand même, alors que vous aviez été refusé au CAP de plombier? Ah bah oui. C'était pas. Oui, non, mais moi c'était pas plombier. C'était, il fallait quand vous êtes vraiment, j'avais mis un coup de colère sur la crise et tout ça, mais sur l'école quoi, parce que vous savez dans le spectacle, je dis que je vois toujours passer un nuage en forme de nounours. Qui me sourit, vous savez, dans le ciel, quoi, parce que souvent on cherche des ressemblances avec les nuages, quoi. Ça veut dire que j'aimais rêver parce que l'école, ça m'ennuyait, quoi, pour pas dire ça me faisait chier. Mais j'étais pas un rebelle, hein. Je voulais pas me battre contre l'instituteur, au contraire. Qui me laisse tranquille, je le laisse tranquille. Et comme ça, on est tranquille, quoi. Et donc, comme on était 45-50 par classe, parce que moi, j'ai redoublé le CE1 et le CM2. Ah oui. Je mets pas ça comme un truc à ma boutonnière, hein, je m'en fous, quoi. Mais c'était comme ça, quoi. Donc, et l'autre jour, j'ai rencontré un collègue à moi, et je vous jure, c'est vrai. Donc, moi, j'ai redoublé mon CE1 et mon CM2. Et je suis né en 1962. Et je rencontre un collègue, et il me dit, alors, Patrick, putain, tu me reconnais? On dit, ah ouais, j'ai putain, François et tout, ça va, nanani. Je me souviens, il dessinait bien. Il dessinait toujours les instituteurs, toujours, mais comme s'il était à Montmartre tout le temps, quoi. C'est-à-dire que il faisait pas les calculs, tout ça. Et on parle et tout. Je dis, mais toi, t'es né en quelle année? Et il me dit, en 58. Putain, moi en 62, j'ai redoublé 2 fois, et lui en 58, il était dans ma classe. Donc il devait être aussi vieux que le professeur. Donc comme moi déjà, je suis allé au collège en voiture, vous voyez, donc vous voyez les âges qu'on avait, quoi. Et donc du coup, vous sortez de là quand vous avez 14 ans, et on vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Et c'est un peu le thème du spectacle, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? À 14 ans, moi, quand j'ai quitté l'école, je ne savais pas. Donc j'ai pris le collège le plus près de chez moi, le lycée, et il nous apprenait la plomberie, la maçonnerie, mais je m'en foutais, quoi. Il aurait pu m'apprendre, vous voyez ce que je veux dire, n'importe quoi. C'était le coup d'attendre 16 ans pour sortir de l'école. Donc tu sais déboucher les tuyaux. Je sais déboucher les tuyaux, exactement. Ça doit être utile, ça, dans la vie, ça. Donc, il n'a pas de mauvais souvenirs, visiblement. Ouais, c'est ça. Elle se dit, s'il y a trop de poils dans les tuyaux, il faut les déboucher. Êtes-vous toujours étonné que les bateaux réussissent à flotter? Ça m'étonne, ça, moi. On a beau m'expliquer le truc, mais qu'on pose un bateau comme ça, que je me pose moi, vous voyez, que je coule, et qu'un bateau de 300 000 tonnes, il puisse rester comme ça sur l'eau, mais ça m'a toujours étonné. Et comme mon père, lui, c'est toujours simple les explications de mon père. Je dis, papa, pourquoi un bateau, ça flotte? Il me disait, parce que c'est un bateau. Et il me disait, tu vois, un bus, ça coule. Il me disait, une enclume, ça coule, regarde ta tante. Mais il me dit un bateau non. Il me dit c'est aussi simple que ça. D'ailleurs c'est simple, mon père il me l'a fait toute mon éducation et je vous jure c'est vrai, avec seulement 2 phrases quoi. Voilà, bon alors évidemment il me disait des choses sans me les dire, mais les 2 phrases qui revenaient tout le temps, chaque fois qu'il essayait de faire mon éducation, c'était la première c'était je te l'avais dit. Et la deuxième c'était demande à ta mère. Donc voilà, avec ça il avait paré. Voilà, il avait tout paré quoi. Donc il était tranquille avec ça. Et donc voilà quoi. Il y avait le grand-père aussi, hein? Ouais, mon grand-père. Quel tatouage portait-il le grand-père? Mon grand-père, ce qui était étonnant, c'est que il était tatoué de la tête aux pieds, quoi. Et donc, quand j'étais gamin, la première fois qu'il s'est mis en maillot, ça faisait drôle. Parce que c'était pas comme maintenant où il y a des mecs qui ont des tatouages des Maoris, vous voyez, alors qu'ils sont du 18e arrondissement de Paris, et, ou des tatouages comme ça. Mais lui, c'était vraiment les tatouages des millions de coups d'aiguille, quoi, à l'ancienne, quoi. Et c'est vrai qu'à la plage, les gens, ils lisaient des magazines. Nous, avec mon cousin, on lisait mon grand-père. Parce qu'il y avait des trucs de partout. Alors là, il avait sur l'avant-bras, il avait, je vous jure, c'est vrai, mais bon, il avait un revolver avec marqué au-dessus « Réfléchis avant d'agir ». Ce qui aurait dû faire mon grand-père avant de faire ce tatouage. Il naviguait, tout ça, il travaillait sur les quais. Ah oui, les encres de marée, des sirènes. Il avait 1 point sous l'œil, il avait 3 points sous là, il avait 4 points sur la main gauche, 4 points sur la main droite, il avait 5 points sur l'avant-bras, il avait des points là. En fait, c'est simple. Quand vous reliez tous les points, eh ben, vous aviez mon grand-père, quoi, en fait. Quoi.
Il y avait des superstitions dans la famille. Que signifiait la patte de lapin sur le buffet? Ça, on était très superstitieux. On était croyants, guerre pratiquants. Parce que c'est vrai que les explications, quand j'en demandais quoi, sur la religion et tout ça, ma mère elle me disait une aube c'est comme une robe mais sans le R devant. Donc tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait la patte de lapin sur la commode. Quoi. Alors mon père il disait ça porte bonheur et ma soeur elle disait pas au lapin. Et ma mère elle disait en tout cas on s'est bien régalé. Quoi. Et moi il y en avait des tonnes comme ça et moi je voulais pas être superstitieux mais j'avais peur que ça me porte malheur. Ouais. Et la maman, qu'est-ce qu'elle disait quand un enfant allait se baigner? Quand mon collègue il m'explique à un moment donné le monde à travers Marseille, évidemment, quoi, quand on est dans une ville comme ça, et il me dit que derrière la pointe là, juste derrière, il y a l'Italie, et il me dit que derrière le château d'If, il y a la Grèce, il me dit derrière le Frioul, il me dit il y a l'Égypte, après là tu vois, il me dit il y a l'Algérie, et il me dit derrière l'Estac, il me dit c'est l'Amérique. Je dis ah bon? Putain, alors j'ai dit le cabanon du coup l'été où j'allais avec mes parents, il était presque à la frontière américaine. Alors du coup ma mère elle disait René ne nage pas trop loin, tu n'as pas pris ton passeport. Parce qu'on avait peur. Est-ce que le one-man show, c'est une promotion, une solution de facilité ou une économie? Moi, ça a été une nécessité, parce qu'avec un accent comme j'ai, vous voyez, c'est très difficile de jouer des gens qui veulent jouer avec, de trouver des gens qui veulent jouer avec vous, quoi. Et donc, moi, quand j'étais au cours de théâtre, même si vous l'aurez freiné, tout ça, il prend à un moment donné le pas, quoi. Surtout quand on est jeune comédien, comme ça, quoi. Ça crée tellement une différence, vous pouvez pas jouer. Et on peut pas jouer que du Pagnol, hein. Voilà, et on peut pas jouer que du Mais Pagnol. il y a quand même des acteurs qui ont perdu leur accent, non? Ouais, mais moi déjà le premier prof de théâtre que j'ai rencontré, c'est un peu comme un gourou, quoi. Le premier prof qu'on rencontre, et dès qu'il vous dit une chose comme ça a valeur d'évangile. Et il m'a dit surtout ne le perds pas, c'est Guitry, quoi. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Donc il m'a dit garde-le. Moi ça m'a arrangé. Et en même temps, je sais que il y a par exemple Sergi Lopez, Jane Birkin, il y a plein de gens comme ça qui ont l'accent et ça les empêche pas de travailler, quoi. Après c'est un état d'esprit. Au contraire, ça les aide. Hein. Oui, ça les aide, quoi. Et moi je sais. Regardez la pauvre Dalida, elle travaillait tous les jours 2 heures pour pas perdre son accent. Hein. Oui. Ça lui sert plus à rien. Je pense que Jane Birkin aussi, à mon avis. Est-ce que vous êtes plus sobre en parce que vous pensez que je pensais que je travaille. On risque de le perdre son accent. Ah ben non, parce que attendez, si vous vivez vivez à Paris et que vous attrapez notre accent pointu, moi c'est le votre contraire. carrière est fichue. Voilà, et puis moi c'est le contraire. C'est dans mon arrondissement de Paris qui commence à parler avec l'accent. Je gagne le combat. Est-ce que vous êtes plus sobre sur scène qu'à vos débuts? Plus sobre, ouais, à peu près. Maintenant, je dois boire quoi, 2-3 verres de vin. Oui. Mais non, mais je parle sobre parce que vous en faisiez des gestes à l'époque. Vous en faisiez des gestes. Vous avez quand vous arrivez comme ça, que vous n'avez pas de culture théâtrale. Moi, je suis allé une fois à l'opéra quand j'étais gamin avec mes parents, parce qu'il y avait l'arbre de Noël des municipaux, vous savez. Et donc l'arbre de Noël des municipaux, ils le faisaient à l'opéra, quoi. Et une fois, l'école de ma sœur a été choisie pour chanter, quoi, la classe de ma sœur. Et donc ma sœur, elle devait chanter la chanson de Pierre Perret. Ouvrez la cage aux oiseaux à l'Opéra de Marseille. Donc il y avait une loge pour 6, on était 22. Il y avait plein de monde comme ça, on aurait dit un film italien. Tout le monde, il n'y avait pas une mouche qui volait, même mon oncle s'est arrêté de voler. Tout le monde, quoi. Et d'un coup, on a vu rentrer ma sœur comme ça, déguisée en oiseau, on aurait dit un oiseau mexicain, vous savez, mais qui sentait encore la colle, quoi. Et il y en avait qui étaient collés encore à la truc au perchoir et tout ça. Il y en avait un qui faisait pipi sur la barrière. Enfin voilà, quoi, ça. Et puis ma sœur, elle est rentrée. Elle a dit, alors ça venait à elle, quoi. Donc il y a eu un silence comme ça dans la loge, ma grand-mère, le chapeau, on était tous collés les uns aux autres comme ça, et elle a fait ouvrez la cage aux oiseaux. Et elle est partie. Oh putain. Et ma mère a dit qu'est-ce qu'elle a bien chanté. Et voilà la seule fois où je suis allé au théâtre. Alors c'est sûr qu'après quand vous arrivez, avec les années, quoi, tous les comédiens au début on en fait un peu des caisses, comme le premier rendez-vous avec une fille, on met tout, la gomina, enfin à l'époque moi je parle, les belles chaussures et tout ça, et puis après on comprend que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important, quoi. Combien de fois avez-vous dit putain depuis que vous êtes dans le spectacle? Oh, des millions de fois, mais chez nous, putain, c'est une ponctuation, ça remplace la virgule. Donc on dit hier, putain, je suis allé au cinéma. C'est pas un métier ni une injure. Hein. Ah non, pas du tout. Non, du tout. À Toulouse, c'est con. Ouais, c'est ça. C'est la virgule. Oui, on est con partout. Sur RTL, les grosses têtes de l'été continuent. Une question de culture méditerranéenne. Dans le film Jean de Florette de Claude Berry, quel est le nom du village où vivent le Papette et Hugolin? Oh
Oh là là, ça quelque chose, non. Oh là là là. C'est un village qui existe vraiment? Cogolin? Non, je suis pas certain que le village existe, mais je suis pas certain qu'il n'existe pas non plus. Ah oui. Pampelune, Saint-Amand-les-Eaux? Non. Cargès. Alors, il y a à la fois la nature des constructions qu'on y trouve et la couleur de ces constructions. Cabanon. Cabanon. Quelque chose les roses. Le alors. mât quelque chose, non? Le mât jaune, Voilà, monsieur le grand danger est bien va gagner parti. quelque chose. Oui, attendez, il faut qu'il rembourse le courrier qu'il nous envoie tous les jours. Il y a Bouygues et quelque les chose. anthologies qu'il a achetées, les dictionnaires dont il a fait en plaide. Oui, le Buron de Provence, non? Le mas rouge, un truc comme ça. Alors, oui, Y a ça pas le mot pourrait mas. être ça, mais c'est les Bastides blanches. Hein. Il a bien mérité, monsieur le grand danger. Monsieur Moza demande, qu'en dit-on d'un bateau à voile qu'il est encalminé? Et quand il ne peut plus bouger, qu'il n'y a pas de vent. Exactement. Bravo, Jean. Exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est une question pour Kersozon, ça. Il a Dès qu'il y a une question sur le vent, tu t'y connais. T'es imbattable. Et Madame Bresson dit, au niveau du chant, quelle différence y a-t-il entre le grillon et la cigale? Ah bah il y en a une des deux qui chante pas. C'est pas la même saison. Un, c'est les élytres qui sont frottés, et C'est pas la l'autre... même saison. Le grillon. Non, c'est la pas la même température. saison. Non. Le grillon, C'est la nuit. C'est la nuit. Et la cigale, c'est le La jour. cigale, c'est au soleil, voilà, quand il fait une Alors, certaine le grillon température. chante la nuit et la cigale le jour. Voilà. Bonne réponse de Mabille. Ouais, de Jacques et de tout le monde. Monsieur Bosso, est-ce que vous lisez Freud ailleurs qu'aux toilettes? Non. Bah, ça fait aller. Pourquoi aux toilettes? Je sais pas, non, parce qu'il était posé là, en fait. Ah oui. C'est pas très laxatif, hein, Freud. Quand même. Oui. C'est comme dit Bernard, c'est assez emmerdant quand même. Ça permet de se concentrer sur autre chose. Oui. Qui vous a dit pour la première fois je t'aime, vous vous souvenez? Ah, c'est pas moi, ah oui, c'est Valérie, à l'école communale. Valérie Giscard? Déjà Vous avez vu ouais. Et Valérie, à l'école communale. Âge Elle est 13 ans à peu près. Ah, et déjà. Je me souviens, elle s'approchait de moi. Comment je pourrais dire? Elle était belle, elle était fraîche. Vous voyez, on aurait dit comme un petit yaourt nature avec des morceaux de fruits dedans, quoi. Et il y avait toutes ses copines qui la regardaient faire. Je me souviens, le ciel était bleu, comme son pull, ses collants et ses yeux. Une schtroumpfette, quoi. Et là, elle m'a dit je t'aime, et franchement. Tu te l'es faite? Et non, je savais pas quoi répondre. Ah, non. Amanda, mais c'est... Elle ne pense qu'à un roman comme ça qui s'est installé, une poésie. Oui, David. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que tu avais un gros ticket là. Voilà, c'est ça, ouais. Elle regrette. Ouais. Aussi, à la sauvage dans les toilettes. Voilà, ça c'est fini. Non. Vous l'avez revue, non? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je sais pas. Non. Je Elle doit être grand-mère, peut-être. Oh oui, certainement, ouais. Donc c'est mieux que je la revoie pas, alors. Qu'est-ce que tu as contre les grands-mères? Toi, Amanda, tu ne l'intéresses pas. Alors, parmi les références marseillaises, il y a Rému, il y a Pagnol, il y a la femme du boulanger. Et la femme du boulanger, Michel Galabru, l'avait interprétée et gardait d'une scène de lit un souvenir ébloui avec une jolie comédienne. Valérie Mérès, qui, je sais pas pourquoi, parce que c'est une anomalie, puisqu'il disait « je l'ai jamais vue nue ». Dans le texte de Pagnol, il a dit « moi, vous savez, je l'ai jamais vue toute nue ». Et Savary la mettait toute nue, lui. Et alors, je rentrais dans le même lit qu'elle, puisqu'elle était toute nue dans le lit. Et naturellement, avec ma pudeur naturelle d'homme bien élevé, j'avais fait le type qui ne regardait pas pendant un certain temps. Pendant les répétitions, tout le monde regardait, bien entendu. Et moi, malgré mon désir, c'est évident, je ne regardais pas par pudeur, par respect, Et elle avait remarqué. Et elle m'a dit... tu pourras regarder à la 100e. Et je me suis gouré. C'est la 99e que j'ai regardée. Elle m'a dit non, c'est demain. Les grosses têtes de l'été et leur invité d'honneur du 25 février, Patrick Bosso. Alors, je vais faire appel à vos souvenirs du ballon rond pour répondre à cette question de M. Lopez. Quels sont les 3 cas où, en cours de match, un arbitre de football doit l'arrêter pour cause de brouillard? Les 3 cas. Oui, c'est-à-dire, il y a du brouillard, mais il y a une façon réglementaire d'apprécier ce brouillard. Quand on voit pas la cage des... Alors, quand on voit pas la cage des... Quand on voit pas les lignes blanches.
Comment? Mais quand on voit pas la cage début, à partir d'où? Début adverse. Voilà, c'est ça. Ça Quand part on sur- est je crois dedans. que c'est du poteau de corner. Quand on voit pas les joueurs. Quand on voit pas l'arbitre. Parce que moi, Alors, quand on voit pas le ballon. Quand on ne voit plus, pas l'arbitre, mais ceux qui sont autour, et qu'on appelle les gens de touche. Les juges de touche. Les juges de juges de touche. touche. Voilà. Les juges de touche. Et puis enfin, c'est ce que j'ai quand dit. les juges de touche Ne voient pas les spectateurs. Ne voit pas les non, joueurs. ne voient plus les autres juges de touche. Ne voit plus le ballon. Ne voit plus le ballon. Mais non, mais le ballon, c'est. bien C'est pour sûr, ça qu'ils non, viennent avec ouais. des cornes de brume, alors. Voilà. Oui. Parce que, et alors, les supporters, ils sont pas pris en compte, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils voient ou ils voient pas, on s'en fout, en fait. Ils sont dans un tel état qu'ils voient rien. de toute Bon, façon. moi, je vois le juge de touche, je vois le but, on va faire le match. Nous, on voit rien, on s'en fout, on va jouer entre nous. Vous pensez que c'est une bonne question, ça, Philippe? Non, mais Vous n'êtes pas bizarre comme question. je crois que je vais la remettre dans ma culotte. Parce que vous allez au match avec Borloo, il voit pas les buts. Hein. Alors, vous savez que j'ai reçu quelques lettres de personnes qui doivent travailler d'ailleurs avec Borloo et qui nient complètement les penchants éthyliques que nous lui prêtons. Est-ce qu'il y a des preuves de Il ça? a la tronche à ça, quand même. Hein. Non, il est chiffonné, mais c'est pas. Oh, il Non, doit goûter. Je crois que c'est un homme qui travaille beaucoup. Donc, Il se ça remonte un peu de temps en temps. Oui. Il prend un petit remontant. Ouais, parce qu'on l'aurait vu déjà quand on voit le ministre japonais là. Alors lui, Oh il là était là. bien, alors lui, il était bien défoncé. hein. Ah oui. Alors lui, on comprenait rien. Déjà, c'est dur à comprendre le japonais, mais alors là, et le belge aussi, comment il s'appelle là, Ah oui, oui, oui. Dardenne. Ah oui, c'est mon idole. Il est Alors, lui, formidable. Ah lui, il est formidable. Mais c'est un excellent ministre, Oui, paraît-il. Hein. Parti Excellent ministre. socialiste belge. Se sont fait le compte de tous les piccolos qui nous ont gouvernés. ou qui Yeltsin gouvernent. et tout ça. Quel a été votre classement au marathon de New York? Oh, pourquoi vous me rappelez des choses comme ça? J'avais fini juste avant. Le pire, c'est, je crois, 22 millième, 180 et quelques, je sais pas quoi. Sur combien? Sur 22 millième, 100 et quelques, je sais pas quoi. Et Enfin, vous avez terminé. J'ai terminé, mais oui, mais le mec avait gagné déjà, il était rentré dans son pays, il avait gaspillé. Il avait déjà dépensé l'argent, vous voyez ce que je veux dire, il avait fait construire 2 maisons. Non, la pire honte, c'est que là-bas, il y a des gens qui courent déguisés, vous savez, donc les mecs se déguisent, c'est un peu, il y a toute une fête comme ça. C'est quand je me suis fait doubler par la Statue de la Liberté, ça fait drôle, et par un gâteau à la fraise. Alors là, je peux vous dire, quand vous voyez passer un gâteau à la fraise qui vous double, et la Statue de la Liberté, vous dites, oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'il arrive derrière? Est-ce que vous avez, selon la tradition que respecte pas mal d'engagés, abandonné vos vêtements de ville aux déshérités? Ça, c'est vrai que c'est une drôle de truc parce que donc, on vous parque avant le marathon comme ça dans un grand terrain comme ça, et c'est un grand terrain militaire, et là donc comme vous êtes convoqué tôt le matin quoi, et moi il faut savoir que bon, je suis allé directement au rendez-vous aussi, parce que quand vous allez à New York vous sortez un peu quoi, pour aller courir, vous voyez ce que je veux dire, ça sert à rien. Donc nous on y est allé pratiquement directement, et donc les mecs s'échauffaient et tout ça, nous on était bien chauds déjà, on était bien prêts, et là il faisait un peu froid quoi, 6h30 du matin, et au moment de partir il y a des arbres comme ça, et les mecs se déshabillent, donc ils lèvent leur veste de survêtement, tout ça ici et là, pour partir en t-shirt quoi, et ils jettent tout ça dans les arbres. Ah, dis donc. Voilà. Et Il y a donc, des arbres à slip. Voilà, des arbres à slip, des arbres à t-shirt. Et là, vous avez tous les arbres comme ça qui sont recouverts d'habits. Et moi, avec mon cousin, on dit putain, mais regarde tous les habits gratuits qu'il y a, quoi. Et donc, on s'est fait la courte échelle. Et nous, on a fait le contraire. On a rempli les sacs de t-shirts qu'on a vus pendus. Et je crois que c'est ça qui nous a fait gagner, parce qu'on avait un sac à dos plein de t-shirts. Et le fait de se le passer, de se le repasser, après, on avait l'impression d'être léger, vous voyez. Et donc, ça nous faisait gagner un petit peu des mètres comme ça. Et doucement, on a fini le marathon en 14h et quelques, quoi. Non, on est arrivé le lendemain. Partez de là, on fait le marathon. Mais c'est fini depuis 3 jours. Suite et fin des grosses têtes de l'été avec leur invité d'honneur aux grosses têtes, Patrick Bosso, qui était venu parler le 25 février dernier de son one-man show, La Courte Échelle. La honte de l'invité d'honneur. C'est quand on parle au début quoi, de jeunes comédiens et tout ça, quoi. Et une fois on m'a proposé de jouer. Donc je travaillais pas tout ça, et de jouer à une lointaine banlieue comme ça, et le type me dit c'est pour remettre des trophées et tout ça, c'était un club de moto. Et donc il me dit après toi tu feras une demi-heure des sketchs de ton spectacle et tout ça. Je dis ouais d'accord, et il me donnait 800 francs.
Et franchement, 800 francs, j'étais content, quoi. Donc, je ne demande pas plus. Et donc, je prends le métro, le RER, un bateau, un bus, un taxi, un hélicoptère. Et j'arrive là-bas au fin fond du truc. Et là, c'est une salle des fêtes. Vous savez, comme il y a une grande salle des fêtes avec des poutres en bois, tout ça, là, les trucs un peu modernes, comme ça. Un carrelage blanc. Et le mec, je dis, alors je joue où? Il me dit, là. Et il me montre un truc comme ça. Et là, il y avait déjà les tables de mise et tout. Et puis voilà, quoi. Et donc, moi, j'ai le trac, je me change dans la cuisine et tout ça. Il y avait du papier crépon de partout et tout ça. Et donc, au moment de jouer, quoi, il me l'avait pas dit, c'était une soirée déguisée, quoi. Et donc, il est arrivé à peu près une 60aine de schtroumpfs. Et devant moi, j'avais que des mecs déguisés en schtroumpfs, quoi. Et donc, évidemment, ils s'en foutaient royalement de moi parce qu'ils se marraient entre eux, quoi. Ah, Jean-Pierre un schtroumpf, oh là là, il est con celui-là et tout ça. Donc, ils mangeaient du taboulé, des carottes râpées posées sur la table. Et donc, ils se marrent entre eux et tout ça. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire là, quoi? Les mecs, ils vont pas me calculer, quoi. Et je vais voir le type qui organisait ça et je dis, franchement, moi, je suis un peu ennuyé, là, parce que, en plus, sur le carrelage, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Il me dit, attends, bouge pas, j'ai un truc. Et là, il revient avec une plaque d'aluminium, je vous jure, c'est vrai, hein, une plaque d'aluminium comme ça, de zinc, là, je sais pas quoi, et il met une poudre dorée comme ça dessus, et il me dit, je vais allumer ça, il me dit, ça va faire bouf, comme ça, et toi, t'apparais derrière pour capter leur attention, quoi. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, tu vas voir, comme ça, là, ils vont te regarder et tout ça, quoi. Je dis, bon, d'accord, alors, vous savez, vous êtes perdu, et voilà, quoi. Et là, je me mets derrière ce machin, là, et là, il met le feu au truc, et bouf, ça part comme ça, et ça fait une boule de feu comme ça, et là, le papier crépon prend feu, et ça commence à prendre feu, quoi. Et là, le type, il me dit, vas-y, allez, vas-y. Mais vas-y où, quoi? Et donc, vous êtes là, et vous voyez le papier crépon commence à brûler. Alors, heureusement qu'il y avait Schtroumpf pompier, vous savez, qu'il y avait tout ça, donc ils ont éteint le truc avec des carafes d'eau et tout ça. Et moi, j'ai joué 5 minutes. Et j'ai commencé à faire 2 trucs, mais vous voyez, où c'était trempé par terre, enfin, des mecs, des schtroumpfs de partout et tout ça. Et là, il y a un schtroumpf, le schtroumpf pas rigolo, qui est venu avec un genre de marteau, vous savez, un liège, là, comme ça, et qui m'a fait genre d'un air de dire, arrête-toi, parce que là, arrête de parler, quoi, avec le marteau. Et donc, j'ai dit, ok, d'accord, j'arrête, et vous rentrez là dans la loge, quoi, enfin, dans la loge cuisine, vous vous habillez, et quand il m'a donné les 800 francs, j'avais l'impression de les voler, quoi. J'ai pris les 800 francs, et là, après, il faut prendre le métro et aller dormir, quoi, avec cette honte, quoi. La honte. La dernière citation envoyée par Madame Toulousian qui a dit « Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène, et c'est quelqu'un que vous connaissez bien. » Cantona. C'est Eric Cantona, bonne réponse. Et c'est Bernard Mabille qui va raconter l'histoire du jour envoyée par Monsieur Leroux de Fleury-sur-Orne. 2 hommes discutent. Le premier demande au second: tu sais la différence entre une femme à 4 pattes et une chèvre? Non, répond l'autre. Eh bien, c'est simple, il y en a une qui a la barbichette devant et les mamelles derrière. C'est scandaleux. C'est terrible, c'est d'une laideur. Ah non, elle est bien. Je suis effondré. Elle est imagée. Hein. Oui. Enfin, je suis fier que vous l'ayez aimée. Voilà, nous avons aujourd'hui eu le plaisir de recevoir Patrick Bosso pour La Courte Échelle, son one-man show à la Comédie de Paris. Merci, bravo, à demain.